Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de MSI TV. Je suis avec un personnage très important du football camerounais. C'est selon les gens du football, c'est le plus jeune président de la commission centrale des arbitres au Cameroun. Il s'appelle Monsieur Stéphane Foko Kamga. Bonjour Monsieur Stéphane Foko Kamga. Bonjour Richard. Est-ce que Monsieur le Président, la commission des arbitres se porte bien? Oui, la commission centrale des arbitres se porte exactement comme la fédération. Elle se porte très bien. Elle travaille, elle essaie d'avancer afin que l'arbitrage camerounais puisse redécoller. Mais justement, depuis la fin du championnat, il y a beaucoup de polémiques qui sont autour de votre personne. Et on vous reproche par exemple le fait de programmer des arbitres de régional pour aller arbitrer des matchs d'élite. Est-ce que vous vous reconnaissez en ces accusations? Non, déjà, elles sont fausses ces accusations. Si elles sont formulées comme telles, il faut dire qu'aucun arbitre régional ne peut être programmé dans un match d'élite. Oui. Mais il faut par contre reconnaître que la Coupe du Cameroun, ce n'est pas un championnat à un niveau. Lorsqu'on parle de la Coupe du Cameroun, c'est une fête de football. Vous savez que pour la Coupe du Cameroun, même les équipes de corpo peuvent jouer, elles peuvent s'enregistrer. Alors ça veut dire que là, il n'y a pas de niveau. Et donc à partir de ce moment, nous sommes lancés dans la promotion des jeunes arbitres. Puisque c'est une fête, nous profitons de l'occasion pour faire profiter aux jeunes arbitres, ou du moins aux arbitres amateurs, certains matchs. Je prends un exemple. Vous savez que la Coupe du Cameroun commence au niveau amateur, ça commence dans les départements, dans les régions. Lorsque nous arrivons à la phase de 32e de finale par exemple, nous avons la possibilité, lorsque nous avons un match qui se joue entre deux équipes amateurs par exemple, Stade de Badjoun a joué contre une équipe, je crois, aussi régionale. C'est un match entre deux équipes régionales. Donc à ce moment, nous pouvons programmer un arbitre amateur parce que c'est un match de deux équipes régionales. Maintenant, il n'est pas exclu que même dans un match où il y a une équipe d'élite, pendant la Coupe du Cameroun, qu'un arbitre régional puisse le jouer. Je vais préciser que la précision au niveau de la désignation, ça se fait lorsque nous sommes dans le championnat. Mais à la Coupe du Cameroun, un arbitre de niveau amateur, s'il est capable de jouer même une finale de Coupe du Cameroun, entre Coton et Canon, nous avons la possibilité de le mettre. La Coupe du Cameroun, c'est la fête du président de la République et nous n'allons pas empêcher aussi aux arbitres d'être. Voilà qui est bien dit. Mais Monsieur le Président de la Commission, moi j'entends comment, tout à l'heure je vous ai entendu parler des arbitres amateurs. Comment ça se passe la formation d'un arbitre amateur au niveau de votre commission? Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle de la commission centrale des arbitres ou vous voulez qu'on parle. Oui, parlons de la commission centrale. Oui, parce que je vais profiter de l'occasion parce que je suis écouté par les téléspectateurs pour dire que avant tout débat, il faut qu'on prenne d'abord le début des choses. Oui. Parce qu'on entend beaucoup de choses se dire. Exact. Le président de la commission centrale des arbitres n'a pas été un arbitre de haut niveau, c'est un arbitre amateur. Exactement. Mais je préfère rappeler à tous ceux qui le disent, les 4 derniers présidents de commission centrale des arbitres n'ont même pas été des arbitres. Est-ce que ce n'est pas plus grave? Je veux savoir. Mais oui. Je vais rappeler que Tom Dialoko n'a pas été arbitre, il était président de la commission centrale des arbitres. Yoba a été président de la commission centrale des arbitres, il n'était pas arbitre. Je vais rappeler que Nkoma, le dernier président en date, était un avocat, il n'a jamais été arbitre. Mais si vous prenez seulement ces 3 derniers exemples, aucun parmi eux n'a été arbitre. Mais si aujourd'hui nous avons un arbitre, fut-il arbitre amateur, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes un peu en légère progression? Mais je vais rappeler quelque chose, parce que les gens disent que c'est contre les tests. Moi je pense que le président de la fédération est dans les tests. Il s'appuie sur un test de la FIFA qui ne comprennent pas bien. Qu'est-ce que la FIFA dit dans ce test? C'est le test qui parle de l'organisation de l'arbitrage dans les fédérations sportives. La FIFA dit le président de la commission centrale des arbitres, les membres de la commission centrale des arbitres doivent être des anciens arbitres. Point. Voici la loi. Et la FIFA continue. De préférence, un arbitre de haut niveau. Ça veut dire que c'est une préférence, ce n'est pas une obligation. L'obligation de la FIFA, c'est que l'arbitre doit être de haut niveau. Sauf que la FIFA continue dans son article 2 qui suit en disant la fédération a la possibilité de chercher un ancien membre du comité exécutif. Un exemple, le président Samuel Eto'o pouvait décider par exemple d'aller chercher peut-être un ancien membre du comité exécutif, peut-être comme Nkoma. Et la FIFA précise qu'à ce moment, si c'est un membre du comité exécutif ancien, il faut qu'il soit un arbitre de haut niveau.
Mais dans le cas d'espèce, je ne suis pas un ancien membre du comité exécutif. Non. Dans le cas d'espèce, je suis un arbitre. Donc je pense que le président a tous les droits. Maintenant, quand vous regardez la composition du comité exécutif de Samuel Eto'o fils, qui a le plus, qui entre dans les critères pour être désigné comme président de la commission centrale des arbitres? C'est le président Stéphane Toukou-Kamara. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième, je vais vous dire que lorsque vous voulez refaire une maison, non seulement ça prend du temps, mais la première difficulté, c'est d'abord la destruction. Vous savez, on est arrivé à la commission centrale des arbitres, on a trouvé des choses. Et avant de bâtir l'arbitrage camerounais, il faut d'abord détruire la fondation si vous estimez qu'elle n'est pas bonne. Sinon, vous allez construire sur du sable, vous allez construire sur un truc, et comme ça s'est passé à Douala, après il y aura un effondrement et les gens vont mourir. Nous avons commencé le processus par la destruction et c'est ce qui a été fait. Si je veux vous prendre quelques points pour vous dire un peu à quel niveau se situe l'arbitrage camerounais. Je vais vous prendre quelques points. L'arbitrage camerounais, déjà, quand vous demandez à quelqu'un à l'extérieur, même dans le monde du football, il va vous dire que la commission de désignation des arbitres, beaucoup ne l'appellent pas commission centrale. Vous savez pourquoi? Voilà, ils disent commission de désignation des arbitres. Mais ce n'est pas le nom. C'est parce que les gens ont été habitués à que la commission ne sert qu'à désigner. Mais je vais vous rappeler que les missions de la commission centrale des arbitres ne commencent pas par la désignation. La commission centrale des arbitres, la première mission, c'est la formation des arbitres. Après les avoir formés, vous devez les suivre, vous devez les recycler, vous devez les évaluer et vous devez faire leur promotion. Voilà les 5 critères et les 5 points sur lesquels la CCA doit travailler. Former les arbitres, les suivre, les recycler, les évaluer par des matchs, donc les désigner et par la suite les promouvoir. Maintenant, faisons un petit bilan. On va faire un petit bilan, monsieur Richard. À notre arrivée, quand le docteur Samuel Eto'o nous nomme à la commission des arbitres, il y a 6 écoles d'arbitres dans tout le Cameroun. Ah bon? Je vous dis 6 écoles d'arbitres. Il faut demander à ceux qui sont anciens et qui bavardent tous les jours. Je dis qu'il y a 6 écoles d'arbitres dans tout le Cameroun. Mais je vous pose la question. Si nous avons 6 écoles d'arbitres dans 52 départements au Cameroun, ça veut dire que... Maintenant, dites-moi, les arbitres qui se retrouvent aujourd'hui en élite, ils viennent d'où? C'est ça. Ils viennent d'où? Maintenant, s'il y a 6 écoles d'arbitres, une école peut-être au Vouri et pas une école au Cam. Les arbitres qui habitent le championnat du Cam, ils viennent d'où? Ceux qui habitent le championnat au sud, ils viennent d'où? S'il n'y a pas d'école d'arbitrage au sud, ils viennent d'où? Ceux qui habitent au nord. C'est pour vous dire que s'il n'y avait pas les écoles d'arbitres, ça veut dire que les arbitres n'étaient pas formés. Exact. Et si les arbitres ne sont pas formés, je vais demander... Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent du quartier. Et c'est pour ça que dans les matchs, aujourd'hui, nous héritons d'un arbitrage qui peut être contesté. J'ai dit un jour à un ami à moi, mais mon frère, lorsque les arbitres sont bastonnés dans les stades, on me fait comprendre que les arbitres sont bastonnés parce que l'arbitrage ne va pas bien. Mais les gens estiment parfois que c'est lié à la corruption. Mais non, monsieur Richard, je vais vous confirmer que ce n'est pas lié à la corruption. Un arbitre peut avoir été tapé dans un stade alors qu'il n'a rien fait. Et je vais vous prendre mon cas à moi-même. J'arrête l'arbitrage à Douala lors du match Caïman-Léopard. Je me fais taper, poursuivre et taper dans un stade alors que sur le plan technique, j'avais raison. La passion des supporters parfois peut déborder. Un arbitre a été tapé dans le stade à Bafang, un arbitre a été tapé dans le stade à Yaoundé, dans le match de Lausanne. Mais je vais vous dire, tous les spécialistes de l'arbitrage savent que dans les 2 vidéos qui ont été décryptées, que les arbitres n'avaient pas tort. À Yaoundé, il y avait penalty sur Lausanne et à Bafang, il y avait penalty dans le match de Unisport. Mais pourquoi les arbitres ont été bastonnés? Ça veut dire que la passion parfois peut déborder et peut entraîner un certain nombre de choses. Maintenant, il y a des erreurs d'arbitrage qui se produisent dans les matchs. C'est pour ça que les arbitres sont sanctionnés. Et c'est pour ça qu'ils ont été sanctionnés. Du moins, ils ont été beaucoup sanctionnés cette saison. Oui, j'ai fait le décompte. Ça fait près de 80 arbitres qui ont été sanctionnés. Oui, ils ont été sanctionnés. Pourquoi c'est dû ces sanctions? Oui, justement, les sanctions sont dues aux erreurs multipliées et répétées dans les matchs. Bon, après, on va revenir un peu sur la sanction. Mais je voulais finir un peu avec ce bilan. Je dis, si la formation des arbitres est mal faite, on ne peut pas avoir un arbitrage de qualité. Maintenant, allez vous poser la question. On a eu un responsable du développement, il y a eu des présidents de FECAFOOT qui sont passés, Tom Bialou est passé, Momo Djo est passé, les comités de normalisation. Mais comment est-ce qu'on se retrouve à 6 écoles pour tout le Cameroun? Les gens ne s'occupaient pas de l'arbitrage. Et comme vous le savez tous, on parle de l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire que les choses allaient bien. Victoire des lions qui cache. Mais à partir du moment où on se retourne maintenant et on veut reconstruire l'arbitrage, on commence à aller dans le fond et on se rend compte que les choses ne vont pas bien. Ça, ce n'est que le problème de la formation qui n'était pas bien faite. Si un enfant n'est pas bien formé, si un enfant ne fait pas bien le travail à la base, si tu ne dis pas bien ton enfant à la base, il ne pourra pas être un bon travailleur de demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
quand nous commençons dans l'arbitrage, nous avons fini avec la formation. Nous nous rendons compte qu'il y a d'abord un problème de mœurs. Il faut que les gens vous le disent. Il y a un problème de mœurs. Et tous les arbitres, quand je parle, ils m'écoutent. Tous les arbitres, tous les instructeurs se sont plaints à maintes reprises pour les problèmes de mœurs. Quand je parle de mœurs, on parle de l'homosexualité. Oui. Ce sont des phénomènes. Mais justement, on va en parler. Ce sont des phénomènes qui ont existé dans l'arbitrage et qui étaient des conditions afin que les arbitres soient promus. Moi, j'ai été arbitre. Et donc, je connais bien comment la promotion se passe. Nous savons que les arbitres ont souffert de ça. Le phénomène dont on parle de la corruption aujourd'hui, c'est les présidents qui vont nous dire si la corruption au Cameroun dans le monde de l'arbitrage a diminué ou bien il est en train d'aller croissant. Allez demander aux présidents de club. Je pense que c'est eux qui vont vous répondre. Et si je parle en regardant les présidents de club, c'est pour leur demander que s'ils sont honnêtes, ils vous diront que la corruption dans le monde de l'arbitrage a raisonnablement été de leur faute. Non, je ne veux pas dire que de leur faute, mais je veux dire que pour l'instant, la corruption, c'est un phénomène qui est en train d'être éradiqué dans le monde de l'arbitrage. Les présidents de club le savent. Mais bon, ce sont les choses qui ont marqué le temps de l'arbitrage. Et après, c'est un peu difficile de laisser les vieilles habitudes. Après, il y a un autre problème. C'est le problème de clan. Oui. Le président de la CAF, Alioune Sidi, quand il a remplacé la CAF. La CAF, l'Association Camerounaise des arbitres de football. Oui, mais il peut vous dire, qu'est-ce qu'il a fait après ça, après qu'il ait été élu? Il a fait une tournée nationale dans l'optique de réconcilier le corps arbitral. Ça veut dire qu'il a reconnu lui-même que le corps arbitral était divisé. Et je vais vous dire, lorsque le corps arbitral est divisé, les décisions sont divisées, les promotions sont divisées. Ça veut dire que le chef de département, la CCA, ils ont leurs arbitres, ils ont un clan. Et après, lorsqu'on a des clans, les clans qui n'ont rien à voir avec la méritocratie, avec les meilleurs, mais dis-moi un peu, l'arbitrage ne peut pas avancer. Ça, je parle comme ça des causes, ou du moins je suis en train de faire un synopsis, comment je vais dire, oui, un synopsis de comment est-ce qu'on a trouvé la CCA. Oui. Je vais vous dire, la CCA à l'époque, lorsqu'on parlait des promotions, c'est-à-dire qu'il fallait quitter d'une étape à une autre, d'une division à une autre. Comment ça se faisait? Lorsque les arbitres voulaient quitter de amateur pour aller en élite, qu'est-ce qu'ils faisaient? On demandait aux secrétaires généraux de nous donner les listes des arbitres. Et les secrétaires généraux produisaient les arbitres. On envoyait au niveau de la CCA qui convoquait la session des tests physiques à Yaoundé. Mais imaginez-vous un peu, un arbitre qui a joué toute une saison amateur, qui a passé le temps à jouer des matchs, il ne peut pas rater les tests physiques. Donc ça c'est normal. Maintenant, 50 arbitres réussissent les tests physiques et on a besoin de 3 arbitres. Quels sont les critères avec lesquels on va les départager? Ça devient un critère de mœurs. Voilà. Ça peut devenir un critère de mœurs, ça peut devenir un critère tribal, ça peut devenir... Moi, j'ai été arbitre où on disait à un arbitre du Nord, tu n'es pas dans ta région. Moi, je connais des arbitres qui sont quittés. Oui, je vous dis que je connais des arbitres qui sont quittés de leur région pour aller dans leur région d'origine parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent pas monter dans cette région-là. Les arbitres le savent. Les arbitres le savent. Le monde du football connaît que c'était comme ça. Et lorsque ça se fait comme ça, les promotions deviennent biaisées. Les meilleurs arbitres sont recalés. Je vais vous prendre un exemple. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien le prendre parce que c'est l'exemple le plus palpable. Il y a 8 ans, on a organisé un stage de jeunes talents. Un arbitre qui était dans la région littorale, Fouane Nonfak, est allé faire le stage de jeunes talents. À l'époque, il avait 20 ans. Il est sorti major. Est-ce que vous imaginez qu'il a été major des jeunes arbitres talents? C'est-à-dire que parmi les arbitres du Cameroun qui sont jeunes et talentueux, il était le major de la promotion. C'est près de 60 arbitres. Et vous imaginez que 7 ans plus tard, il est toujours amateur? Ah vrai? Oui, 7 ans plus tard, il s'est retrouvé dans la même région en tant qu'amateur. Il n'a jamais progressé, justement, effectivement, parce qu'il n'avait pas un soutien, comme on a l'habitude de le dire. Ce sont les choses que nous avons trouvées. Moi, j'ai été arbitre. J'ai été arbitre. Ce sont les choses que nous avons trouvées. Mais maintenant, aujourd'hui, comment ça se passe? Justement, la promotion des arbitres. Comment ça se passe? Comment? Parce que moi, je veux savoir quels sont les critères, comment vous avez classé les arbitres et comment vous faites. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à connaître quelle est la classification des arbitres. Bon, peut-être que vous voulez qu'on arrive à ça. Mais avant d'arriver à ça, je vais continuer avec le diagnostic. Parce que j'ai commencé avec le diagnostic de la formation, où il n'y a pas d'école d'arbitre. S'il n'y a pas d'école d'arbitre, les arbitres ne sont pas formés, on ne peut pas avoir un bon arbitrage. Allons-y alors avec le diagnostic. J'ai continué à parler de quelques éléments au niveau de la promotion. Je vais demander, bon, les arbitres qui sortaient des 6 écoles d'arbitrage, comment est-ce qu'on les suivait? Parce que dans le canevas et dans les missions de la commission de la Fédération camerounaise de football, il y a un processus de suivi. Lorsque vous sortez de l'école, on doit vous suivre. Ce n'est pas qu'on vous envoie dans un département arbitré et on ne vous regarde plus. Parce que c'est lorsqu'on vous suit du département à la région,
qu'on peut faire votre promotion pour on arrive à bien vous évaluer. Qu'on arrive à bien vous évaluer et faire votre promotion. Y avait-il un cahier de charge de suivi? Quand moi j'arrive à la fédération, je suis nommé, je discute avec le responsable du département et je lui pose la question. La première question que je lui pose, c'est de savoir est-ce que je peux avoir le cahier de suivi des arbitres pour savoir à quel niveau ils sont. Ça il n'y en avait pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous savez que à notre arrivée, aucun responsable de la fédération ne pouvait vous dire le nombre d'arbitres qu'on a au Cameroun? Ah ouais? Mais je vous dis, alors que lorsque vous êtes arbitre, vous êtes censé être enregistré. Donc le nombre d'arbitres enregistrés au Cameroun, c'est un nombre qui est simple. Par exemple, si vous demandez au docteur combien de licenciés on a à la fédération de footballeurs, il vous tape la machine, il vous donne le nombre de licenciés. Exact. Ça veut dire que la fédération n'avait pas un fichier d'arbitres. Mais pourquoi il n'y a pas un fichier? C'est parce que les arbitres ne sont pas suivis. C'est à la volée, on se bat comme ça, on se bat. Et après, basta. Et donc, ça c'est pour le suivi des arbitres. Au niveau de l'évaluation, quand je parle de l'évaluation, c'est-à-dire la désignation des arbitres. Ouais, c'est ça. Monsieur Richard, 10 matchs de championnat. C'est-à-dire on a 20 équipes en championnat. Oui. On a 10 matchs de championnat par semaine. Par semaine. On a 41 arbitres centraux. Ça veut dire que si on désigne 10 arbitres, il faut désigner 4 journées. Vous êtes arbitre de football. Vous jouez le 1er janvier et vous devez jouer encore le 25 janvier un match de football. Un match comme arbitre. Vous allez progresser comment? Non. C'est comme un footballeur qui s'entraîne et qui ne joue pas. Il ne peut pas évoluer. Exact. Donc, le nombre d'arbitres était pléthorique. Le championnat camerounais, c'était le seul championnat au monde entier à 20 équipes en championnat professionnel avec plus de 25 arbitres. Je dis c'est le championnat le seul au monde entier. En France, ils sont 20, en Angleterre, ils sont 19, et parfois 22, jusqu'à 22. En Espagne, ils sont 20. Ça ne dépasse pas 23 ou 24 arbitres. Parce qu'il faut que l'arbitre soit en compétition. C'est un compétiteur. Exact. Au Cameroun, nous avons 40 arbitres pour 10 matchs. Plus grave encore chez les femmes. Le ratio chez les hommes, c'était un match. Un sur 4. Chez les femmes, c'était plus grave. Parce que chez les femmes, il y avait 12 équipes au football féminin et on avait 6 matchs. Mais chez les femmes, on avait 36 arbitres. Donc, il fallait jouer une journée et attendre encore 6 journées. Et donc, à championnat des femmes, on a 11 journées aller, 11 journées retour. Si vous prenez, ça fait environ 22 journées. Donc, un arbitre ne peut jouer que 4 matchs de la saison. Comment est-ce que vous estimez qu'on pourra avoir des arbitres compétitifs? Et après, au niveau, après, on a des répercussions dans les matchs. Maintenant, je me rappelle du feu et Lambert. Il était responsable de la commission de désignation à la Ligue professionnelle. Il avait déjà décrié ça en son temps. Parce qu'il avait dit, si un arbitre joue une journée, il faut qu'il revienne après 5 matchs. Est-ce que sur le plan physique, il sera en place? Est-ce que sur le plan mental, il sera en place? Et après, quand il commet des erreurs, on va l'accuser. Les arbitres doivent être en compétition. Donc, nous avons trouvé un effectif pléthorique d'arbitres. Maintenant, si vous voulez satisfaire tous les arbitres, à ce moment, vous êtes obligé de parfois mettre un arbitre dans un match et la performance ne sera pas. Mais aujourd'hui, les arbitres sont au nombre de combien? Non. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé 41. Vous savez qu'on ne peut pas les regarder tous. Nous avons mis un processus d'évaluation en place, mais nous avons dit que dans 3 ans, l'objectif c'est d'être à 20. Dans 3 saisons. La première saison, nous sommes descendus à 27. Et cette saison, nous allons descendre à 20. Et donc, cette saison qui commence, nous aurons au maximum 22 arbitres pour un championnat. Et 22 arbitres, ça veut dire que... Arbitres centraux. Centraux, je ne parle pas des centraux, 30 assistants. Ça veut dire que lorsqu'on a 10 matchs, tu joues une journée, tu peux attendre une journée. Si on joue mercredi, tu joues. Samedi, tu ne joues pas. Mercredi prochain, tu joues. Ainsi de suite. Et donc, ça fait que les arbitres seront en compétition chaque fois. Et je vais vous rappeler quelque chose. Les arbitres seront des 4e. Ça veut dire que le 4e arbitre doit être un arbitre central. Ça veut dire que lorsque j'ai 9... Parce qu'on parle de 19 équipes, donc il y aura 19 équipes, ça fait 18. 18, il y a un exemple. Donc, ça veut dire que ça fait 8 matchs par journée. Ça fait 8 matchs, 9 matchs par journée, autant pour moi. 9 matchs par journée. Si j'ai 9 matchs par journée, j'utilise 9 centraux et 9 4e qui sont les centraux. Ça veut dire que si les 22 arbitres, je vais utiliser 18 chaque journée. Donc un arbitre va se retrouver en train de jouer sur 4 journées 3 fois. Il est compétitif. Mais je vais vous dire la répercussion que ça va avoir. L'argent. Sur le plan financier. Oui, justement, il faut qu'on en parle. Sur le plan financier, lorsqu'un arbitre est capable de jouer 3 matchs sur 4, je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'un arbitre, on a fait une fois un synopsis sur un arbitre qui venait du Nord. Et en un mois, il avait joué 5 matchs. Il s'est retrouvé à 372 000 francs CFA. Pas de gagne, pas de qu'on a payé parce que la fédération ne paye plus que ça. 4 matchs pour 5 matchs qu'il avait joué. Mais on avait enlevé les charges, le voyage, le transport, l'hébergement, la nutrition. Et on s'est rendu compte qu'il se retrouvait à la fin des 5 journées avec 372 000 francs. Donc, et il avait joué les matchs comme ça en un mois, une semaine. Mais si un arbitre a 372 000 francs de salaire, n'est-il pas mieux peut-être comme ministre?
Ben oui, mais justement, moi j'ai fait une chronique l'autre jour où j'ai parlé du salaire des arbitres. En Europe, c'est vrai que c'est pas comparable. Oui. Mais justement, comment est-ce qu'un arbitre qui n'arrive pas à nourrir sa famille peut-il arbitrer? Puisque aujourd'hui, c'est le problème des arbitres. Ils se plaignent de ne pas avoir leur argent à temps. Oui, je pense que c'est sur cette optique que le président de la Fédération, ça fait partie de prendre l'arbitrage. Oui. C'est-à-dire que développer l'arbitrage, c'est essayer de trouver des moyens afin que les arbitres soient d'abord bien. Ça fait partie du développement. Et donc, d'abord, la première chose, c'est que je vous dis que les arbitres, si le nombre n'est pas pléthorique, ça a des répercussions sur le plan financier. Et ils ne trouveront plus que la prime, elle est petite. Je vous dis qu'un arbitre peut se retrouver avec 300 000 francs après un mois oui, de réserve. Oui. Mais si vous me dites qu'un arbitre a 300 000 francs, c'est pas. Et que ce n'est pas suffisant, moi je ne comprends pas ce que les gens veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le docteur Samuel Eto'o, c'est clair dans son cahier de charge. Les arbitres auront un salaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est la prime du match. Exactement. Mais le docteur, lui, il a dit que lui, il veut que les arbitres aient d'abord le salaire fixe. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous avez un salaire. Et quand tu joues des matchs, tu touches toujours ta prime. Mais il y a un problème à ça. Lequel? Le problème, c'est quoi? Nous avons 40 arbitres. Je vous fais le spécial. Nous avons 40 arbitres. En un mois, tu joues un match en un mois. Expliquez-moi comment est-ce que tu vois un salaire. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, lorsque nous allons réduire les effectifs des arbitres, donc, ça veut dire que le docteur Samuel va se retrouver en train de payer 40 arbitres pour le même nombre de matchs de championnat. Donc, lorsqu'on va réduire le nombre d'arbitres, à partir de ce moment, un arbitre va travailler ce salaire. Parce qu'il va jouer 3 matchs par semaine. Et il devient comme un travailleur. Oui. C'est pas possible que la fédération paye un arbitre qui a joué un match. C'est-à-dire que tu touches un salaire d'un mois, mais tu ne joues qu'un match. Et quand on parle de salaire, c'est tout le monde qui a le salaire. Même alors que toi tu joues un match, moi je joue un match parce que nous sommes nombreux. Il y a d'autres qui ont joué 3 matchs et qui ont le même salaire que toi. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'amélioration des conditions. Les arbitres sont assurés. Depuis que la Fédération camerounaise de football existe. Mais pourquoi les gens ne veulent pas être honnêtes? Pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître ce qui est bien? Si le président de la Fédération fait bien, si son commerce fait bien, il faut dire qu'il a bien fait. Nous avons perdu un arbitre à Yaoundé, Nio Roger, faute d'assurance. Il a fait un accident en allant jouer un match de football. Il a été cloîtré sur sa chaise pendant plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Parce qu'il n'était pas assuré. Nous avons un arbitre photo Gérard, un ami même à moi, qui est cloîtré sur sa chaise parce qu'il n'a pas été assuré et il n'a pas eu la prise en charge. Le docteur Samuel est arrivé, il a dit je commence par l'assurance. Les arbitres sont assurés, ils le savent. Si un arbitre se lève, il va jouer un match à Yaoundé, il va jouer un match au Nord, il a un accident du travail, il est assuré. Mais c'est une protection morale. Ça n'a jamais existé. Ça ne s'est pas fait autant de Bobo Dioula. Ça ne s'est pas fait autant de personnes. Mais c'est à mettre dans l'actif de qui? Mais justement, on ne peut rien faire. C'est à mettre dans l'actif du président de la fédération et de son comité exécutif. On ne peut rien faire. Mais justement, quand on parle des arbitres, il faut aussi qu'on parle des arbitres bien formés. Mais justement, comment la commission centrale des arbitres s'occupe de la formation? Au niveau, justement, tout à l'heure, quand je faisais le synopsis, c'était pour arriver à qu'est-ce qui est fait actuellement. Exact. Je vais vous dire que, oh Seigneur, quand j'entends les gens, parce que quand j'entends les gens parler de Samuel Eto'o dans les réseaux, parler de l'arbitrage, tout ça, je suis scandalisé parce qu'ils ne connaissent pas et parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il entend faire ou ce qu'il a commencé à faire. Exact. Avant d'être nommé à la commission centrale des arbitres, le président m'appelle. Il me dit, mon petit, il me sort d'abord les tests de la FIFA. Je commence à lui dire, monsieur le président, vous êtes arbitre? Il me dit, non. Mais moi, je joue au niveau, il faut savoir que l'arbitrage, moi, je connais un peu. Et je commence à rigoler avec lui. Et il me dit, il y a le test, voici les tests de la FIFA. Il me lit l'article et je lui dis, non, monsieur le président, je connais ce test-là. Et il me dit, moi je veux que tu sois président de la commission centrale des arbitres. Mais avant ça, je te donne 2 semaines pour m'apporter un projet sur l'arbitrage. C'est tout le préalable. Il m'a dit, je veux parce que tu as les critères, mais je veux que tu as 2 semaines pour m'apporter un projet de développement de l'arbitrage. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, merde. Et j'ai dit, ok, monsieur le président, j'ai compris. Il m'a dit, est-ce que tu es d'abord prêt? J'ai dit, monsieur le président, je suis prêt. Il a dit, vas-y, je te donne 2 semaines. Et je suis rentré. Et heureusement, moi, en étant arbitre, j'avais quand même des prérequis. Mais je vais vous dire, ceux qui me regardent aujourd'hui et qui vont se reconnaître dans ce projet connaissent. Puisque j'ai travaillé ce projet avec certains anciens arbitres, je suis allé demander des conseils à beaucoup d'anciens arbitres aujourd'hui qui sont dans les télévisions et les radios pour parler. Ils savent qu'ils ont eu le mot à dire. Ils savent qu'on a construit un projet pour que l'arbitrage change au Cameroun. Exact. Après cela, j'ai porté le projet devant le docteur. Après 10 jours, je l'ai appelé pour dire, monsieur le président, je suis prêt. Il a dit, ok, on a pris rendez-vous à Yaoundé. Il m'a fait venir, il m'a amené dans une salle.
il a mis un autoprojecteur, il a dit je t'écoute. Comme ça. Bien sûr, comme je vous dis, j'ai dû exposer pendant 45 minutes pour lui exposer le projet de l'arbitrage et il a profité pour me dire maintenant que, ok, sache donc que dans ce projet, voici ce que moi je veux faire de l'arbitrage, voici. Il m'a dit donner ses idées et il a dit, ok, dans ce cas, voici ce qui n'est pas bien dans ton projet. On a discuté peut-être pendant 45 minutes et après il m'a dit, ok, mon petit, je te fais confiance et maintenant je vais te nommer. Voilà comment ça s'est passé avec lui. Ça alors. Et à la sortie de cette réunion, là, 2 jours plus tard, j'ai été nommé à la commission centrale des arbitres. Et quand le président me nomme, je ne suis pas au Cameroun. Je ne suis pas au Cameroun quand il me nomme. Je suis en France. Quand le président me nomme, je suis en France. Ouais. Et non, je suis en France. Je suis plutôt en Côte d'Ivoire. Quand il me nomme, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Et quand avant de me nommer, il m'appelle et il me dit, ta nomination va sortir dans 2 jours. J'ai dit, monsieur le président, je vous avais dit que je n'étais pas au Cameroun. Il dit, non, tu dois rentrer. Puisque tu dois commencer le travail. Ah, ça. Et je prends mon vol 2 jours plus tard et je rentre au Cameroun. Quand je rentre au Cameroun, la nomination tombe. Et le président me le convoque à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé et il me dit, mon petit, j'ai besoin que tu me fasses quelque chose. Je dis quoi, monsieur le président? Il me dit, je t'ai pris, je vais t'envoyer à l'ambassade. Tu fais tes documents, il faut que tu ailles en France. Je vais te prendre un billet d'avion. Je vais te prendre un hôtel en France. Et je vais te prendre un rendez-vous avec le directeur de développement de l'arbitrage de la Fédération française de football, à l'époque, M. Galibien. Le président a pris un rendez-vous avec lui. J'ai dit, monsieur le président, je ne peux rien faire. Il a dit, ce que je veux, c'est que tu ailles le rencontrer, que tu discutes de l'arbitre. Parce que lui, c'est un ancien arbitre de haut niveau. Et il était déjà à 8 ans de la commission. Voilà, en France. C'est lui qui était responsable du développement de l'arbitrage de la France. J'ai demandé au président, mais monsieur le président, pourquoi vous l'avez choisi? Et il m'a expliqué. Parce que lui, en fait, il avait lu. Galibien est venu prendre la France à l'époque où la France n'avait pas eu d'arbitre en Coupe du Monde. Exact. L'arbitrage français était dans la boue. Et donc, c'est lui qui a relevé l'arbitrage français. C'est pour ça que le président m'a dit, je veux que tu discutes avec lui afin qu'il te dise exactement quelles sont les pistes sur lesquelles lui-même il est allé afin que l'arbitrage change. J'ai dit, monsieur le président, c'est à votre service. Et je crois 4 jours plus tard, je suis allé prendre le visa et il a pris mon billet d'avion, pris un hôtel ici en France. Je vais taire le nom pour éviter la publicité. Et je me suis retrouvé en France. Le jour du rendez-vous, j'ai pris le numéro, le mail de monsieur. On s'est rencontré à la Fédération française de football. On a discuté. J'ai eu un entretien avec lui de 2 heures. Le boulevard Grenelle. Voilà, oui. J'ai eu un entretien de 2 heures de temps avec lui sur 2 jours. On a fait 2 heures le premier jour, 2 heures le deuxième jour. Et après, les choses sont bien passées. J'ai noté ce qu'il y avait à noter. Et après, vous savez, il y a les réalités. Le développement de l'arbitrage en France peut ne pas être le même qu'au Cameroun. Mais les réalités pour développer l'arbitrage sont les mêmes. Et si quelqu'un a réussi à développer l'arbitrage français, aujourd'hui qui est une réussite avec le Texier, avec Tupin, et avec Tupin, mais comment est-ce qu'au Cameroun on ne va pas réussir? Je suis rentré au Cameroun, j'ai fait le compte rendu au président de la fédération. C'était la première étape. La deuxième étape, le président m'a dit, ça tu es allé maintenant en Europe. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais inviter aussi le responsable du développement de l'arbitrage africain. Il s'appelle M. Eddy Maillet. Eddy Maillet, ouais. Voilà. Il a payé le billet d'avion d'Eddy Maillet et de son Haïti. Voilà. Il a payé son billet d'avion des 2, il a payé leur hébergement et il a payé même leur frais de mission sur 10 jours au Cameroun. Et pendant les 10 jours, ils ont travaillé 3 jours avec moi, 4 jours avec les arbitres et 3 jours avec les inspecteurs et les instructeurs. Voilà, c'était le départ. Dès que le président a planté le décor, il m'a dit maintenant tu as les moyens de travailler, j'attends le résultat. Et je suis allé sur le terrain. Mais justement, et la formation. Justement, quand j'ai commencé à discuter avec Galibien, c'était le premier point qu'il m'avait dit. Il va me montrer même les logos, il m'a montré les publicités qu'ils ont fait. Il faut commencer par la formation, monsieur Foucault. Je me rappelle encore de ce thème qu'il me disait. Monsieur Stéphane, vous devez commencer par la formation. Et donc, quand nous sommes rentrés, le président m'a dit, il faut donc qu'on trouve un moyen d'ouvrir les écoles d'arbitres d'abord. Exact. Puisqu'on avait une pénurie de... Rappelez-vous bien donc que le docteur Samuel a nommé les coordonnateurs d'écoles dans les 52 départements. Il a commencé par nommer les coordonnateurs d'écoles dans les 52 départements et il lui a donné pour mission l'ouverture d'une école par département. Même comme ce n'est pas suffisant, mais c'est bien. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes passés en un an de 6 écoles à 45 écoles d'arbitres. Ah bon? Oui, cette saison, nous avons eu 45 écoles d'arbitres. Et je vais aller plus loin que ça. Non seulement nous avons eu 45 écoles d'arbitres, mais nous avons sorti un chronogramme annuel de l'école. Ça veut dire que lorsque vous êtes à Maroua, vous faites le cours le mercredi,
Le cours qu'on fait mercredi, la leçon 1, c'est la même leçon qu'on fait au Vouri. C'est la même leçon. Exactement comme le programme scolaire. C'est la même chose. C'est la même chose. On le fait dans toutes les écoles. Le même programme. Ils ont eu le même nombre d'heures annuelles dans tous les départements. Et ça ne s'est pas arrêté là, monsieur Nara. Ça ne s'est pas arrêté là. On a eu droit à un examen national comme le baccalauréat. Ça s'est déroulé le 13 mai. Dans tout le Cameroun, on a fait le même examen le même jour. C'était le 13 mai à 8 h. C'est alors. Les épreuves sont quittées de la commission. On a photocopié et envoyé dans tous les départements par les courriers. Ils ont reçu et à 8 h tôt pile, on a lancé le chrono. Chacun a ouvert les épreuves. On a partagé aux élèves. Ils ont composé avec le même temps. Ils ont remis les épreuves. On a regroupé ça au département de l'arbitrage à la Fédération camerounaise de football. J'ai convoqué une commission de correction. On a corrigé les feuilles. Et les résultats ont été promulgués, et le pourcentage national était de 83% environ. Et on a classé les 10 régions. Et on a la première région et ainsi de suite jusqu'à... La première région c'était la région de l'Ouest. Oui, jusqu'à la dernière région. Ma région de littoral était la 3e. Mais justement, c'est très bien parce que moi je vous laisse parler parce que je vois qu'il y a un peu de la passion. Mais aujourd'hui, le mal de l'arbitrage est très profond parce que les présidents de clubs se plaignent des arbitres, de la qualité de l'arbitrage. On a vu des arbitres, des présidents de clubs dire oui, si c'est ça, le championnat de Samuel Eto'o, c'est qu'avec la qualité d'arbitrage, vraiment ça ne vaut pas la peine. Ouais. Vous vous souvenez très bien. Moi je me souviens très bien. Voilà, donc pourquoi ça arrive à ça? Pourquoi ils se plaignent les présidents? Maintenant je vais faire un petit crochet pour ces présidents de club qui se plaignent. Oui. Les mêmes arbitres arbitraient les mêmes matchs des mêmes présidents de club 2 ans plus tôt. Oui. Commettaient les mêmes erreurs, mais ils ne se plaignaient pas. C'est pourquoi? Il y avait une entente. C'est tout. Je ne veux pas pousser la réflexion plus loin. Oui. Je vous dis que le phénomène de corruption n'est pas lié à l'arbitre. Oui. Ce n'est pas lié à la CCA. Vous le savez mieux que moi. Lorsqu'on parle de la corruption, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient te corrompre. Exactement. Qui corrompt donc? Ce sont les présidents de club. Puisque la CCA n'a aucun intérêt dans un match. Non. La FECAFO n'a aucun intérêt dans un match. Aucun. Celui qui a un intérêt, c'est celui qui est le club. Donc, lorsqu'on parle de la corruption, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient corrompre. Lorsque les corrupteurs ne seront plus existants, la corruption ne pourra plus exister. Même si je suis un arbitre et que je suis corrompu, si on ne m'appelle pas, je fais quoi? Mais c'est ça. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que cette pénétration via les arbitres a pris un coup. A pris un coup. Je ne veux pas rentrer dans les problèmes, mais allez simplement demander à certaines personnes, c'était qui là, le membre du comité exécutif qui démissionne. Pourquoi est-ce que c'était Madame Koumo? Oui, Madame Koumo. Essayez de demander un peu quel était le problème, puisqu'elle se plaint de l'arbitrage. Oui. Posez un peu, quel était le problème? Je mets les présidents de club, ils sont là, ils écoutent et ils savent. Ils savent qu'aucun membre de la commission centrale des arbitres n'intervient et ne travaille avec un président de club. Ils le savent. Les présidents de club, c'est pour ça que les présidents, vous allez voir, ils vous parlent toujours. L'arbitre a fait ça, l'arbitre a fait ça. Mais je vous dis, si l'arbitre est corrompu, ça veut dire que quelqu'un est venu le corrompre. Qui corrompt les arbitres? Les présidents de club savent. La corruption dans le monde de l'arbitrage a considérablement baissé. Après, bon, mais oui, moi je suis pas... je peux pas... Mais monsieur Foucault, comme vous êtes aussi coupable, ceux qui vous rendent coupable disent que comment ça se fait qu'il y a des arbitres qui parient sur les matchs, leurs propres matchs qu'ils vont officier? Bon, déjà, je ne suis pas responsable des paris sportifs, mais je vais dire quelque chose par rapport à ça. En mi-saison, lorsque je me rendais compte qu'il y avait un peu trop de... les erreurs commençaient à se répéter. Oui. J'ai convoqué tous les arbitres du Cameroun en urgence à Douala, dans un hôtel de la place. On a fait une réunion d'urgence. Et j'avais dit à l'époque aux arbitres que je commençais à être inquiet. Parce que lorsque les erreurs sont répétées, je n'ai plus la force de les défendre. Je peux commencer moi-même à considérer que des choses se passent et que je n'ai pas la maîtrise. Et ce jour, j'ai posé une question aux arbitres. Est-ce que moi, le président de la commission centrale des arbitres qui vous désigne, je vous ai déjà envoyé dans un match? Ils ont dit non. J'ai dit, je suis responsable de votre formation, de votre évaluation et de votre promotion. Exact. Personne d'autre, sauf le président de la fédération lui-même. Ça veut dire que si moi, je ne vous envoie pas dans un match, vous ne pouvez pour aucune raison
aller dans un match et le fausser. fausser. Et je lui avais dit ce jour, mais monsieur Richard, vous n'êtes pas président de club vous-même? Non. Non, non. Ne me dites pas que vous n'avez aucun ami président du club. Si, si. Ah, bien sûr. Est-ce que le président de la fédération, vous allez interdire au président de la fédération qu'un président de club soit un ami, ou bien que le président de club marche avec les présidents de club qui sont ses partenaires? Non, on peut pas. On ne peut pas. Est-ce que vous allez empêcher donc le président de la CCA de manger avec un président de club, ou même d'aller dîner avec un président de club s'il se retrouve? Bien sûr. Mais je vais rappeler, et lui-même il sait, je suis sorti d'un avion un jour, j'ai dîné avec le président de, comment il s'appelle, de UMS. Oui, bien sûr. Aujourd'hui on dit qu'il est l'ennemi de la fédération et du comité exécutif de la fédération. C'est ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous allez m'empêcher comment, si je le trouve dans un restaurant et je suis assis là, de venir le saluer ou bien de m'asseoir avec lui, de prendre un pot? Ça n'a rien à voir avec le travail. Rien à y voir. Et j'avais dit aux arbitres ce jour, mes chers arbitres, faites attention à ce qu'on appelle le trafic d'influence. Exact. Ce n'est pas parce que le président de la CCA marche avec un président de club qu'il en devient complice. Ou bien que vous devez être influencé lorsque vous êtes dans ce match. Et faites attention si ça vient de la part de ces responsables de club. Ouais. Ça peut être le directeur sportif d'une équipe qui est même mon ami. Ça peut être le coach d'une équipe qui est même mon ami. Il y a des coachs des équipes qui sont mes amis, qui ont même coaché dans mon équipe. Mais attendez un peu. Mais c'est pas parce que tu as été mon ami que forcément... oui. Prenons le dernier exemple en date. Moi, je suis de la zone littorale. Mais pour moi, FC était aux Interpol. Mais nous avons tous vu la vidéo de Puma dans laquelle il y a un but que Puma marque et que l'arbitre refuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Mais si l'arbitre joue pour une équipe du président, du moins pour une équipe de ma région, mais c'est un but trop facile puisqu'il a un but, le mur est même clair. Mais c'est pour dire que ce que j'avais dit aux arbitres, c'est que ne soyez pas complices de quelque chose et ne me rendez pas complice. Faites votre travail. Quand vous allez dans un match, vous allez faire votre travail. Et que moi, le président, je ne vous enverrai jamais dans un match pour le faire. Maintenant, je lisais dans les réseaux sociaux il y a moins d'une semaine et quelqu'un écrivait tripatouage dans la commission centrale des arbitres. Et il a dit que le président de la commission centrale des arbitres envoie les matchs. Je parle devant les caméras et à tous les arbitres. S'il y a un arbitre parmi les plus de 80 arbitres qui existent, femmes, hommes, futsal, ainsi de suite, que j'ai déjà envoyé dans un match de football, que même en anonymat, qui m'appelle, qui vous appelle, je dis même en anonymat, qui ne vous disent pas qui écrivent seulement, parce qu'avoir le courage de mentir sera difficile pour lui. C'est ce que moi j'attends. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais envoyé. Et je vous dis encore, la Fédération camerounaise de football n'envoie pas les arbitres de football dans un match pour une équipe ou pour une autre. Et que les erreurs des arbitres ne soient pas quelque chose qui soit imputé à la commission. La seule chose que je veux qu'on m'impute, c'est lorsqu'un arbitre commet une erreur involontaire. Ça peut être une question de fait. À partir de ce moment, je suis responsable des arbitres et ça m'engage. Mais je ne peux pas être le responsable lorsqu'un arbitre dans un match de football volontairement décide de fausser une rencontre. Je ne serai jamais complice de ça. Tout à l'heure, vous avez parlé des paris sportifs. Voilà. J'en ris. Monsieur Naha, quelqu'un m'a demandé, monsieur le président, pourquoi est-ce qu'en un an, on sanctionne 50 arbitres? Parce que quand on parle de 80, en fait, c'est la répétition. Donc, il y a 50 arbitres qui ont été recrutés. Pourquoi est-ce qu'on sanctionne 30 arbitres une même saison? Ça n'a jamais existé. Mais posez-vous la question, pourquoi ça n'a jamais existé? Vous pensez qu'un président de la commission centrale des arbitres qui est mêlé au tripatoire de match peut sanctionner les gens avec qui tripatouent les matchs? C'est pas possible. Les gens qui ne sanctionnaient pas les arbitres, c'est peut-être les gens qui avaient l'habitude de tripatouiller. Si je tripatouille avec vous, vous devenez un dealer pour moi. Je ne peux jamais vous sanctionner. C'est clair. Si la commission centrale a pris sur elle de sanctionner plus de 30 arbitres, ça veut dire que la commission... Mais si vous sanctionnez 30 arbitres, ça veut dire qu'il ne manque plus rien. Bon, avec qui je tripatouille donc? Avec qui? Avec qui je tripatouille? Je prends mon courage pour sanctionner les arbitres parce que je sais que je n'envoie pas les arbitres dans les matchs, parce que je sais que nous ne sommes pas dans ce genre de choses. Et en plus, quand nous sanctionnons les arbitres, ils n'ont pas été sanctionnés forcément parce qu'ils ont tripatouillé. Non, il y a des arbitres qui ont été sanctionnés sur les performances, les mauvaises performances répétées. Et après, parmi les arbitres sanctionnés, imaginez-vous un arbitre qui demande 400 000 francs CFA à un président de club. Qu'est-ce que la commission centrale fait? Je suis responsable de ça? Non. Mais attendez un peu. Je vais vous dire, on apprend à un enfant à ne pas voler quand il est jeune. S'il n'y a pas eu d'école d'arbitre à l'époque, ça veut dire que l'éducation à la non-corruption n'existait pas. Cette année, nous avons introduit ce thème à l'école des arbitres. Nous avons introduit un thème sur la corruption, la morale, la corruption et les mœurs. On a expliqué aux arbitres quelles sont les conséquences de la corruption dans le monde du football et de l'arbitrage, quelles sont les conséquences des mœurs.
le droit camerounais pour l'instant ne nous permet pas d'entrer dans les relations de homme à homme ou de femme à femme. Je vais combattre ça et tout le monde le sait. Jusqu'à ce que... Je dis, je vais le combattre. Donc, mais justement, c'est vrai. Ouais. Ce que vous dites. C'est vrai que vous êtes... Je peux être témoin que la CCA, c'est la première fois dans le monde du football camerounais que les arbitres sont autant sanctionnés. Oui. Et chaque semaine, il n'est pas passé une semaine cette saison sans qu'on ait sanctionné les arbitres. Mais M. Foko Kamga, à votre décharge, je voulais vous poser une question parce qu'il y a plein d'arbitres qui viennent aussi vers moi sous anonymat dire que vous les frustrez et ne jouent pas de match, que vous avez vos préférences. Voilà des choses que les arbitres sous anonymat viennent me dire pour me dire voilà, depuis que j'ai commencé, j'ai fait toute la phase aller, j'ai bien joué, mais toute la phase autour, on ne me pourra pas. Le président, c'est comme si le président a quelque chose contre moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre ça? Ouais, ça c'est vrai. Je ne peux pas refuser que j'ai une préférence, mais je voulais savoir quelle était la préférence de Pep Guardiola lorsqu'il alignait Lionel Messi chaque fois dans les matchs. Ça, je ne comprends pas bien. Je veux bien savoir pourquoi est-ce que José Mourinho, il a poursuivi de payer Samuel Eto'o et avait une préférence pour lui. Ça, je ne comprends pas. Je veux bien comprendre pourquoi est-ce qu'un entraîneur a une préférence pour un joueur et pas un autre. La réponse est simple. C'est le talent, c'est la méritocratie. Lorsque vous êtes meilleur, vous devenez une préférence pour celui qui veut du résultat. Exact. Quand je suis arrivé à la commission centrale des arbitres, nous sommes donnés pour objectif. Je remercie d'ailleurs le président parce qu'il a donné les moyens pour ça. La première saison, nous avons visité tous les arbitres. Je dis bien tous les arbitres. Nous sommes dit, nous allons voir tout le monde jouer et nous allons faire notre propre opinion. Et après avoir vu tous les arbitres jouer en Elite One, à partir de ce moment, lorsque j'ai mon opinion, je peux désormais avoir une préférence. Lorsqu'un arbitre arrive un entraîneur arrive dans une équipe, si c'est en phase peut-être de pré-saison, il peut décider. Vous allez voir les pré-saisons aussi. Vous allez voir que parfois c'est les jeunes qui jouent. Parfois c'est les gens qui étaient au banc de touche qui jouent. C'est parce que le coach veut faire passer tout le monde pour se faire une idée. Et dès lors que la commission centrale s'est fait une idée, à partir de ce moment, ça devient la performance sur les stades. C'est tout. Donc maintenant, suis-je parfait? Moi, je pense pas. Vous êtes un homme. Je peux me tromper. Je peux me tromper sur un choix. Mais je voulais simplement vous dire que la préférence de la commission centrale des arbitres, c'est avec les meilleurs arbitres. Je ne peux pas avoir une préférence sur un mauvais arbitre. Maintenant, si nous sommes déçus dans les stades, nous pouvons changer de méthode au lieu de continuer à persister avec cela. C'est tout. Mais ce que je dis souvent aux arbitres, ce n'est pas... Si, à l'époque, au FC Barcelone, Richka avait dit qu'il va faire de Messi s'appelle et il a même mis Ludovic Giuli au banc. Imaginez-vous que Messi ne déçoive Richka. Est-ce qu'il va forcément revenir avec Ludovic Giuli? Non. Si tu as estimé que Messi est au-dessus de Giuli, lorsque Messi te déçoit, tu cherches plutôt quelqu'un d'autre. Mais c'est tout. Je ne peux pas reculer. Les gens veulent que je recule. Ça veut dire que lorsque la préférence que j'ai choisie peut-être n'est pas au niveau, il faut que je m'en vais chercher celui que je n'avais pas choisi. Mais je ne peux pas faire ça. Donc pour moi, je voulais simplement vous dire que la préférence, c'est au niveau des arbitres. Ils savent tous que je leur ai dit mon leitmotiv, c'est la méritocratie. Si tu mérites, je te fais jouer. Si tu ne mérites pas, après moi, je ne suis pas dans les compromis et beaucoup d'autres choses. Monsieur Foko Kamga, c'est vrai que l'arbitre, c'est un homme, il est peut-être faillible, il peut mal jouer, mais aujourd'hui, il y a un outil qui peut lui servir et dont la fédération ne se sert pas encore, la VAR. Quand est-ce que la VAR va arriver au Cameroun, monsieur Foko Kamga? Bon, déjà, il faut comprendre que la VAR a un processus. Ça commence par la formation. Il faut former les arbitres à l'utilisation de la VAR. La chance que nous avons dans notre beau pays, et ça c'est notre papa, le président de la République peut-être qui nous a offert, c'est qu'on a des stades, du moins on a le matériel VAR. Et peut-être que certains pays africains n'ont pas encore. Mais ce matériel ne dépend pas de l'Africafoot. Il dépend du ministère de la Communication. De la communication? Oui, je pense bien. Et oui, du ministère je parle de la communication. Non, de la communication, je pense bien. Et je pense bien, c'est la communication, je pense bien. Et le président de la fédération, lorsqu'il m'avait parlé de la VAR, on avait discuté justement de cette difficulté. Et en fait, il a commencé le processus. C'est-à-dire qu'il a commencé à rencontrer derrière le ministère à l'effet de récupérer le matériel. Parce que ça ne lui sert à rien. Et il est dans ce processus-là, qui est un processus qui avance très normalement. Et en anticipant, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes en train de... On a envoyé déjà un mail. Je crois que c'était
on a envoyé un mail il y a peut-être 2 mois aux responsables, à ceux qui sont responsables de la formation des arbitres VAR. Donc on aura droit à on va venir former d'abord nos arbitres sur place, le temps que le processus pour obtenir le matériel soit possible. Comme ça, dès qu'il arrive, que les gens soient prêts. Dès qu'on aura on va former nos arbitres et on aura le matériel, à partir de ce moment, la VAR sera... Est-ce que si le championnat, on peut dire que le championnat pourra commencer avec la VAR ou pas? On était même en train de penser comment est-ce qu'on pourra jouer la finale de la Coupe du Cameroun avec la VAR. Ah ouais? Peut-être là, on a encore les difficultés. Mais de toutes les façons, le processus de formation des arbitres est en marche. On a discuté encore avant que je ne vienne ici. Oui. J'en avais encore discuté avec le président de la fédération. Le processus est en marche et je pense que d'ici pas loin, on aura la possibilité d'utiliser ce matériel qui est très important. Mais M. Foucault Kamgaron, vous êtes très passionné mais je vous entends trop parler d'arbitres hommes. Qu'en est-il des femmes, la formation des arbitres femmes? Non, c'est vrai, quand je parle des arbitres, en fait, c'est en général. C'est en général. Oui, c'est même les arbitres femmes. Oui. Et je vais vous dire, le président, on a eu une discussion sur ça parce qu'il me parlait beaucoup de Frappard. Je ne sais pas si Frappard a habité ces matchs, mais il me parlait beaucoup de la gente féminine parce que lui voulait développer ce secteur un peu plus qu'il n'a développé pour l'instant. Parce qu'à son arrivée, on avait Karina Tezabon qui fait qui fait notre fierté. Et voilà. Mais je rappelle que lorsqu'il a mis un accent là-dessus, nous sommes tombés justement dans la détection des arbitres femmes. C'est un peu difficile parce que comme c'est un sport physique, et vous voyez un peu les femmes, voilà. Mais le président insiste. C'est pour ça que nous nous mettons aussi durement au travail afin que nous puissions sortir un peu des pèlerins. Et nous avons commencé avec Guimba Eton. Je vais vous rappeler que le président, beaucoup ne le savent pas. Avant de désigner Guimba dans la finale de la Coupe du Cameroun, le président a demandé qu'elle soit préparée longtemps avant. On a préparé par des maths des hommes avant qu'elle ne joue la finale Coton, Bamotos. Et aujourd'hui, quand j'entends les gens bavarder, je suis dépassé. Elle a joué sa finale de main de maître. Oui. Une situation s'est produite à la fin du match. Allons nous demander si c'est elle qui est responsable de la situation. Je ne vais pas répondre à ça ici, mais je vais vous dire quand même que le match s'est passé dans de bonnes conditions. Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant qu'au Cameroun, on était en train de fustiger, la FIFA était en train de demander au président de la fédération, était en train de demander au président de la fédération, qui est cette arbitre femme qui joue une finale des hommes dans un stade plein? Ah ouais? Bien sûr. Et ça a eu des répercussions, monsieur Nara. Ça a eu des répercussions. Puisque, rendue à la fin de cette saison-ci qui vient de finir, elle a été convoquée à un tournoi de U20 au Congo. Elle a été convoquée à un tournoi de U20 hommes au Congo, chose qui n'arrivait pas. Parce que lorsque vous êtes femme, vous commencez d'abord par les tournois des femmes. Elle a été convoquée à un tournoi de U20 au Congo. Elle a joué un match, elle a une prestation favorable parce qu'on nous a appelé pour ça, pour nous dire qu'on a une bonne amie femme. Et tout récemment, elle vient d'être convoquée à un stage qui a commencé le 5 août. Je pense qu'il va se terminer demain. Mais ça veut dire que ce match qui avait été tant critiqué, lui a servi? Lui a servi plutôt. Si ça sert à notre arbitre, ça sert à la fédération tout entière, ça sert à la nation du Cameroun. Si nous avons une arbitre femme qui demain va être à la Coupe du Monde peut-être féminine, qu'est-ce que nous allons faire? Donc le président de la fédération travaille afin que la gente féminine soit un peu mise en avant et que nous puissions justement avoir cette chance-là. Mais justement, parlons de la promotion des arbitres à l'international. Comment ça se fait? Comment aujourd'hui on a peu d'arbitres camerounais qui sont, à part quelques-uns qu'on connaît, il y a peu d'arbitres qui sont sollicités au niveau de la FIFA et de la CAF. Comment, au niveau de la commission centrale? Avant d'arriver à la promotion des arbitres, je voulais dire justement que le système de promotion à l'époque ne favorisait pas la méritocratie. Oui, et on pouvait se retrouver avec des arbitres internationaux qui sont passés par d'autres chemins. Il faut le dire. Et si vous avez je ne vais pas dire que si vous avez un arbitre pas compétent qui se retrouve international, après il y a des conséquences. Au niveau de la CAF, ça ne badine pas. Tu n'es pas bon, tu ne joues pas. C'est clair. Et c'est pour ça que depuis Aloum Sidi, comme arbitre central, on n'en a plus aucun. On n'en a plus aucun. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? N'y a-t-il pas de bons arbitres au Cameroun? Moi je ne sais pas. C'est parce que ça dépend de vous? Ça dépend de la commission centrale des arbitres. Mais pourquoi il y en a alors? Mais puisque moi je viens d'arriver et j'ai trouvé des arbitres internationaux déjà là. Donc il faut qu'on ait le temps de former les arbitres, de les promouvoir et par la suite de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des pistes? Oui, bien sûr, il y a des pistes. Il y a des pistes. Je vais vous dire quelque chose. Le système de promotion avait d'abord un inconvénient. En dehors de l'inconvénient que je vous ai dit, il y en a plusieurs autres. Je vais vous prendre un exemple simple. Comment vous imaginez que dans une région, lorsque vous jouez les barrages dans une région, avant d'aller jouer les Interpol pour avoir le champion de la région, les barrages, c'est le top des top matchs. Ça veut dire que c'est les meilleurs qui doivent jouer. Imaginez-vous, on joue quart de finale, 4 matchs, demi-finale, 2 matchs et finale 1 match. Ça fait 7 matchs. Vous imaginez qu'on joue 7 matchs
Et après les 7 matchs, les arbitres qui viennent pour la promotion, au niveau de la CCA, il n'y a aucun arbitre qui a joué les barrages. C'est vrai. Mais je vous dis, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les meilleurs arbitres qui jouent les barrages? Je vous prends un exemple pour vous montrer comment est-ce que la promotion se fait. Je vais vous prendre un deuxième exemple qui va vous surprendre 2 fois plus que ça. La commission centrale des arbitres demande dans les régions d'envoyer les arbitres, les meilleurs arbitres, pour qu'on fasse de promotion. Pour qu'on les teste. Et lorsque nous arrivons sur le futsal, nous demandons, on veut un arbitre de futsal par région. Dans une région où le futsal se joue, il y a les arbitres de futsal. On ne nous envoie aucun. On nous envoie plutôt un arbitre de football qui n'a jamais fait jouer au futsal. Mais je vous dis que j'ai des exemples. C'est ce qui se passe, monsieur. Ça se passe aujourd'hui. Je vous dis que c'est pour ça qu'on veut tuer le président de la fédération. C'est pour ça qu'on veut tuer la commission centrale des arbitres. C'est pour ce genre de choses. Je vous dis que on ne peut pas envoyer un arbitre de football pour la promotion au football salle alors qu'il y a des arbitres de futsal. Ça veut dire que dans cette région, celui qui est venu à la promotion là, il y a quelque chose qui s'est passé avec lui. Et quand le président de la commission dit maintenant que je ne te reçois pas, ça devient un problème. Ça, ce sont les choses. Donc, je vais continuer avec la promotion. C'était pour vous dire que si la promotion se fait déjà dans ce type de contexte-là, vous imaginez bien que par la suite, avant, ça se faisait comme ça et ça passait. Mais c'est pour ça que quand un arbitre de football masculin qui monte en élite au football salle, comment il sera bon? Alors qu'il a le badge international. Il sera bon comment? Et donc, on faisait la promotion comme ça, on faisait la promotion, on se retrouvait avec les arbitres pas compétents. Et après tout ça. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Il y a d'abord une deuxième chose. La promotion était retardée. Je vais vous expliquer ce que j'appelle retardée. Quand je discutais avec Garibian, il m'a pris l'exemple de leur meilleur arbitre, qui est Clément Tupin. Il voulait m'illustrer parce que je lui avais posé la question de savoir, monsieur Garibian, comment est-ce qu'on fait pour promouvoir les meilleurs, les génies autant pour moi. Il m'a dit, les génies ont fait leur promotion, on n'attend pas. Je dis comment? Il me dit, le cas de Tupin. Tupin, c'est un arbitre qui détecte tôt. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tupin a fait 1 an en district, 1 an en CFA 2, 1 an en CFA 1, 1 an en Ligue 2 et 1 an en Ligue 1. Et après, il a eu le badge. Ça veut dire, mais au Cameroun, on dit que tu dois faire 2 ans par étape. Ça veut dire quoi? Tu fais 2 ans en arrondissement, 2 ans en département, 2 ans en région, 2 ans en élite tout, 2 ans en élite. Ça veut dire que lorsque un arbitre sort de l'école au Cameroun, au même moment que l'arbitre qui sort de l'école en France, 5 ans plus tard, lui il est en élite 1 et 5 ans plus tard, toi tu es en région. Donc il faut 10 ans pour que tu arrives en élite 1, mais lui il faut seulement 5 ans. Maintenant, lorsqu'un arbitre sort de la formation, un exemple, sort de la formation peut-être à 23 ans. Imaginons qu'il a commencé, il sort à 23 ans. Il fait 10 ans avant de se retrouver en élite 1. Il se retrouve avec 33 ans. Après, il fait 2 ans en élite 1 et il a peut-être 35 ans. Et c'est à ce moment qu'il peut postuler pour être international. Vous lui donnez le badge à 35 ans. Au niveau de la CAF, lorsque vous discutez avec Di Mayer, il vous dit que nous, on veut les jeunes arbitres qui ont entre eux. Parce que ça va de 23 ans à 35 ans. Mais sauf que, lorsque vous donnez un arbitre de 35 ans, ça veut dire que vous donnez celui qui est à la limite. Exact. Eux, ils veulent des jeunes arbitres, ça dit 23, 24, 25 ans. Voilà. Lorsque vous donnez un arbitre de 35 ans, il vous pose la question d'abord. Mais s'il est le meilleur de votre pays, pourquoi depuis, vous n'avez pas fait la promotion? Si c'est à 35 ans. Et donc, c'est ce problème que nous avons trouvé. Parce que même cette saison, on a été contraint, je dis bien contraint. Le meilleur arbitre, c'était un arbitre qui avait 37 ans. 37 ans. Oui, il a été promu. Mais c'est parce qu'on n'en trouvait pas. C'est ce qu'on avait trouvé. Mais nous sommes dans une optique de développer la jeunesse afin qu'ils aient plus de chance au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA. Et donc, c'est pour ça que les arbitres en Europe progressent vite. Et les arbitres en Afrique ne progressent pas vite. Et donc, quand lui, il a 28 ans, il peut postuler à jouer une Coupe du Monde. Mais quand toi, tu as 28 ans, tu as encore de jouer le championnat amateur. Donc, ça, on est en train de changer. Et on a commencé à dire que, d'abord, cette période de 2 ans, c'est une période annulée. Si tu es un bon arbitre et que tu as le niveau, tu dépasses le niveau de ton étape, on fait ta promotion. On fait ta promotion. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Quelqu'un m'a parlé de l'expérience. Ça, c'était une conférence de presse. Quelqu'un m'a dit, mais monsieur le président, est-ce qu'il n'a pas d'expérience? Je vais vous demander à vous. L'expérience, c'est le nombre d'années ou le nombre de matchs. Je m'explique. Je suis en région. Je joue la première saison 3 matchs. Deuxième saison 3 matchs. Troisième saison 3 matchs. Ça me fait 9 matchs. Vous jouez en une saison 15 matchs. C'est lui qui a 15 matchs à plus d'expérience. Mais il a moins d'années. Je dis donc que si un arbitre est bon,
et qu'il joue les matchs dans sa région et que le nombre de matchs est atteint, on peut faire sa promotion après 1 an. Ça va permettre aux jeunes arbitres qui sont talentueux et qui d'aller très vite. Et après, on pourra retrouver un arbitre international qui a 23 ans, qui a 25 ans. Et à partir de ce moment, 25 ans, c'est pour les arbitres centraux et 23 pour les assistants. À partir de ce moment, lorsque vous avez un arbitre qui a 25 ans et qui est international, la retraite, c'est 45 ans au niveau du badge. Ça veut dire que s'il a le badge à 25 ans, il a 20 ans de carrière. À 20 ans de carrière, il peut jouer 2 Coupes du Monde. Justement, M. Foko Kamga, quand moi j'étais jeune, je voyais les arbitres camerounais avec le badge de la Fédération camerounaise de football sur leur tenue. Oui, sur leur tenue. Aujourd'hui, quand je regarde les arbitres qui jouent les matchs de Ligue 1, ils n'ont pas ce badge-là. Ils ont plutôt le badge de la CAF ou bien parfois le badge de la FIFA. Pourquoi est-ce que... Parce que moi, je prends cet exemple. Pourquoi? Parce qu'en France, quand un arbitre qui est arbitre FIFA joue pour le championnat de France, il a son badge de la Fédération française de football. D'abord. Oui, c'est ça. Ça c'est vrai. Et pourquoi est-ce que vous acceptez que des arbitres viennent jouer leur match avec des badges FIFA? Bon, quand vous faites ça, ça veut dire que vous donnez encore la possibilité au président de la fédération de me blâmer. Bon, disons comme ça, parce que en fait, je veux dire que j'ai été repris quand même par le président Samuel Eto'o à cet effet, parce qu'il est arrivé à un match de football, il a vu les arbitres jouer et il n'a pas reconnu le logo de la fédération. Exact. Et il m'a parlé de ça. Ça fait partie des petites choses qu'on va améliorer. Voilà. Donc vous avez raison. Et il faut dire que les arbitres internationaux doivent avoir le badge, doivent aborder FIFA. Mais en haut de ça, il doit avoir le logo de la fédération. Exactement. On a déjà commencé à discuter ça avec le président de la fédération qui était remonté là-dessus. Et donc quand vous revenez encore là sur ça, ça veut dire que... Non, c'est parce que... Il peut encore m'appeler. C'est parce que moi, je suis un peu frustré par rapport à ça. Monsieur le président, je pense que les institutions sont en place. Donc il n'y a pas de problème à ce... Non, et justement, moi, on tire un peu à la fin. Parce qu'on voit justement Foko Kamga comme seulement le président de la Commission centrale des arbitres. Mais à part ça, M. Foko Kamga a aussi d'autres obligations. Mais avant d'arriver aux obligations, il y a un dernier volet que je voulais attaquer. Oui. Des 2 derniers volets. Oui. C'était d'abord le volet des inspecteurs. Parce qu'on a parlé, a parlé des arbitres, des arbitres. Mais il faut rappeler que dans le suivi des arbitres, il y a quelque chose qui est fait. C'est-à-dire que dès lors que nous finissons de former les arbitres, parce que je vais vous rappeler que cette saison, avec les 45 écoles d'arbitres, nous avons fait un examen, il y avait environ 600 élèves et on a plus de 545 qui ont été admis. Donc on a 545 qui sont élèves arbitres qui sont sortis des écoles. La cérémonie est en train de se préparer pour la remise des diplômes par le docteur Samuel Eto'o-Fils. Donc qui sont sortis des écoles et à partir de ce moment, comment est-ce qu'on les suit? Le président nous a donné les moyens d'organiser un stage de formation des formateurs. On va former les instituteurs dans toutes les régions. Ils vont rentrer donc dans leurs différentes régions pour suivre ces arbitres qui sont sortis des écoles à partir des départements. C'est eux qui nous donneront les comptes rendus et nous dire que, monsieur le président, sur les 50 arbitres du Vouli, on a trouvé un génie. On a trouvé un bon arbitre afin que nous puissions faire leur promotion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le chemin sur lequel nous sommes lancés, c'est aussi, tout à l'heure vous avez parlé de la lutte contre les paris, les paris sportifs. J'entends beaucoup parler. Mais attendez un peu. Est-ce que la commission centrale ou la fédération camerounaise vous envoie aller parier sur un match pour lequel vous êtes désigné? Et je suis scandalisé lorsqu'un arbitre est convoqué pour avoir, je sais pas, je vais dire ça, c'est-à-dire que pour être coupable des faits de paris dans des matchs et que les gens se lèvent pour contester. Sont-ils complices? Mais oui, ou ne le sont? C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est un problème. Et donc moi, bon, c'est vrai que moi, ce genre de... Et je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous bien que lorsque ils ont été convoqués par la commission centrale, vous avez suivi les voix même avoir à l'intérieur? Non. Oui, il y a certaines voix qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, ce sont mes voix, où je suis en train de gronder les arbitres. Et les gens ont écrit en disant, le président de la commission centrale des arbitres gronde les arbitres comme ses enfants. Mais attendez un peu, monsieur Nara. Un arbitre qui va me truquer un match, je ne le gronde pas? Non. Un arbitre qui va me faucher un match? Moi-même, en haut de place, je ferais pareil. Donc, attends. Monsieur Foko Kamga, justement, quand on se dit, aujourd'hui, vous avez parlé de la formation des inspecteurs. Oui. Je parlais déjà pour dire que je veux comprendre comment est-ce que les gens peuvent s'offusquer du fait que le président gronde un arbitre qui est responsable de paris sportifs dans les matchs pour lesquels je l'envoie arbitrer. Non. C'est pas possible. Ce sont des choses inacceptables. Comment est-ce qu'on peut s'offusquer que le président
à sanctionner un arbitre ou à gronder un arbitre qui appelle un président de club pour demander de l'argent pour aller jouer son match. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai été révolté. J'ai été révolté parce que lorsqu'on appelle le président de club, on dit au président de club que ils disent qu'ils sont, l'arbitre dit qu'il sera aussi aux Interpol. Ça veut dire qu'il connaît déjà même qu'il sera arbitre des Interpol. Mais est-ce que vous ne voyez pas que derrière ça, c'est pour dire que... C'est pour dire que je suis en complicité avec le président. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Ça. Et vous voulez que j'accepte ça? Non. Je ne peux jamais l'accepter. D'abord, heureusement que les arbitres eux-mêmes qui sont complices de ce genre de choses savent que ce n'est pas bon. Pour vous montrer la mauvaise foi de certaines personnes, j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux justement ces voices et j'ai posé la question. Vous invitez les arbitres à une réunion où on parle des paris sportifs dont ils sont responsables et ils enregistrent la conversation et les balancent dans les réseaux sociaux. Je veux que vous compreniez un peu la mentalité de ces personnes. C'est ça qu'on doit décrire ou c'est ça qu'on doit accepter. Ça, je ne sais pas. Je vais passer sur le volet des arbitres. On a parlé de ça. Et je parlais des inspecteurs tout à l'heure. Je comprends parce que beaucoup de personnes qui sont dans les réseaux sociaux et qui me diffament aujourd'hui, beaucoup, ce sont des anciens arbitres, des anciens inspecteurs. Mais je peux comprendre. Mais moi, je leur ai toujours dit. Moi, je ne suis pas instructeur, je ne suis pas inspecteur. Je suis le président de la commission centrale des arbitres responsable du développement de l'arbitrage. Au Cameroun, monsieur Richard, au Cameroun, aujourd'hui, nous avons dans un championnat à 20 équipes en Ligue 1 par exemple, nous avons 121 inspecteurs. Ah ouais? C'est quel nombre terrible. Pour 10 matchs, nous avons 121 inspecteurs. Mais c'est dû à quoi, monsieur? Mais c'est dû au fait que tout le monde veut être inspecteur de match. Parce qu'on dit je suis ancien arbitre, alors je dois être inspecteur. Mais je vais vous rappeler ce qu'on appelle un inspecteur. Un inspecteur, c'est un éducateur. Celui qui est inspecteur, c'est celui qui va regarder le match de l'arbitre, l'inspecte et à la fin fait son autocritique et lui donne des conseils. Mais je leur ai dit, celui qui veut être inspecteur doit d'abord être instructeur. Exact. Parce que l'instructeur, c'est l'enseignant. Au niveau de la CAF, pour être assesseur, donc inspecteur, vous êtes d'abord instructeur. Au niveau de la France, pour être observateur, chez eux, c'est les observateurs. Pour être observateur, tu dois d'abord être instructeur. Et je vais rappeler que la France, en Ligue 1, ils ont 15 observateurs. Oui. Pour le championnat de Ligue 1 en France. Mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun doit avoir 121? Pourquoi? Et à partir du moment où je dis que l'inspecteur doit être un instructeur d'abord, c'est normal. Moi, je suis un éducateur. J'ai des établissements, je suis d'abord principal de collège. Comment est-ce que le président de la République ou le délégué du ministre des Enseignements peut nommer un inspecteur de mathématiques quand il n'est pas enseignant de mathématiques? C'est possible ça? Non. Donc pour être inspecteur d'un arbitre, il faut être instructeur d'arbitre. C'est clair. Et donc à partir de ce moment, au Cameroun, nous n'en avons pas 20. Donc c'est normal. C'est pour ça qu'en France, il y a 15 observateurs. Parce que les instructeurs ne sont pas nombreux. Donc vous avez fait un nettoyage au niveau... Nous sommes en train de faire le nettoyage au niveau même des inspecteurs. Et je vais vous dire, imaginez vous arrivez dans une fédération où il y a 121 inspecteurs et vous dites que vous allez garder 15. Vous imaginez le nombre de détracteurs ou le nombre de balles que vous allez prendre. Donc moi je comprends ça. Mais je dis que dans les missions de la CCA, au niveau de la FIFA, il y a l'organisation de l'arbitrage. Le deuxième point, c'est la régulation. Lorsqu'on parle de la régulation, c'est que les choses qui sont mauvaises doivent être arrangées et bien faites. Qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas. Mais c'est la règle. On peut pas avoir des inspecteurs qui ne sont pas d'abord des instructeurs. Et c'est pour ça que nous avons lancé une formation des instructeurs régionaux qui viennent se faire former. Et après, ils deviennent instructeurs régionaux. Et après, ils peuvent être des instructeurs nationaux et donc des inspecteurs. Est-ce que vous avez mis les limites d'âge? Pour les inspecteurs, il n'y a pas de limite d'âge pour l'instant. Mais en fait, les capacités physiques sont importantes. Parce que les instructeurs, c'est les gens qui peuvent démontrer. Et tout à l'heure, vous venez de dire quelque chose d'important. Mais effectivement, vous vous imaginez que vous avez un inspecteur, par exemple, qui ne peut pas démontrer. Mais s'il n'est pas inspecteur, ça devient un problème. C'est possible ça? Et j'ai oublié de dire quelque chose. Parce que j'entends, quand je parle, lui et moi on se comprend. Un inspecteur qui désigne dans un match, c'est lui qui appelle l'arbitre. Ah ouais? Et vous me dites que moi, il faut que le président de la fédération, de la commission centrale, continue d'accepter ça. Et ce sont les mêmes inspecteurs qui sont dans les télévisions pour dire que je n'ai pas le niveau pour être président de la CCA. Mais c'est possible ça. Mais comment ils le font? Moi, je les comprends. Moi, je les comprends bien. Ce sont des gens qui sont parfois mis à l'écart à cause de leur comportement, à cause de ce genre de choses. Et après, ça devient que le président de la commission centrale des arbitres est corrompu, il est ci ou ça. De toute façon, moi, ça ne me dérange pas. Si vous m'accusez des choses que j'ai fait, à partir de ce moment, je peux être blessé. Mais si c'est des choses que je n'ai pas fait. Il y a de nouvelles réformes qu'il faut alors mettre au niveau de l'arbitrage, au niveau du Cameroun. Parce qu'au vu des problèmes
élucider et que vous avez posé, il y a des réformes à faire. Non, vous savez, les réformes au niveau de l'arbitrage se font progressivement et chaque jour. Chaque jour. Parce qu'on peut s'adapter aussi en fonction des réalités et en fonction des événements qui se passent. Déjà, on a commencé par les réformes au niveau de la formation. On a dit, première chose, pour créer les écoles d'arbitres. Oui. On a créé les écoles d'arbitres, nous sommes passés de 6 à 45. 45, ouais. On a dit, deuxième chose, lorsque nous voulons d'abord uniformiser. Parce qu'après avoir formé les arbitres, il faut que celui à Yaoundé qui siffle une faute et donne le carton jaune, il faut qu'au nord, celui-là sache que la même faute doit donner le carton jaune. C'est-à-dire on uniformise pour que les gens n'enseignent pas à gauche des choses différentes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que nous avons fait, sortir de l'école, nous sommes passés au suivi. Dès qu'ils sortent de l'école, il faut les gens qui vont les suivre dès la base, à partir du département, de la région. Et pour cela, nous sommes en train de former les instructeurs régionaux qui vont les suivre avec des programmes. Il y a les instructeurs physiques et les instructeurs techniques qui vont les suivre, les arbitres amateurs dans les régions. Par la suite, nous allons créer des pôles, des chefs de pôle. Les chefs de pôle, ce sont les gens qui vont suivre les arbitres sur le plan technique. Et c'est eux qui auront la force de nous proposer au moment de la promotion le nom des arbitres. Parce que vous savez comment ça se passe aujourd'hui? On demande au secrétaire général d'envoyer la liste des arbitres pour la promotion. Mais le secrétaire général organise les compétitions, mais il n'est pas le technicien. Et parfois, l'année dernière, j'ai eu un problème avec une région et on n'a même pas fait la promotion dans cette région. Parce que j'ai reçu la liste du président de la Ligue régionale et j'ai reçu aussi la liste du président de la commission des arbitres. 2 listes. Et ce qui était curieux, c'est qu'aucun nom ne revenait sur les 2 listes. Donc le président de la commission des arbitres avait une liste et le président de la Ligue avait une liste. Mais c'est terrible. Donc il y aura des chefs de pôle qui sont des techniciens compétents, c'est eux qui sont responsables du suivi dans la région et à la fin de saison, ils peuvent nous proposer des arbitres. Mais il faut savoir que lorsqu'ils sont comme ils sont sous le contrôle des présidents régionaux, ça va toujours avoir un relais. Mais c'est sur eux que nous on s'appuie, sur les techniciens. Ça c'est pour suivre les arbitres. Au niveau de la promotion, je vous ai déjà dit comment la promotion se passe. Vous êtes bon, on fait votre promotion. La promotion, un an. Oui, ce n'est plus. Oui. Mais ça ne veut pas dire que vous faites 1 an, vous montez. Non. Ça veut dire que si après 1 an, vous êtes bon, on peut faire votre promotion. C'est ce que je veux dire. Si vous faites 1 an en Elite 1 et que vous êtes bon, on peut faire votre promotion. Mais ce n'est pas une obligation. Ça, c'est pour éviter de tuer le génie des arbitres. Et dans la promotion, les étapes sont un peu différentes. D'abord, vous jouez dans votre région et au moment de la promotion, quand tous les arbitres amateurs viennent pour la promotion, ils font ce qu'on appelle d'abord les matchs tests. La commission centrale s'assoit et vous jouez des matchs et nous aussi on vous voit. Pour confirmer que vous qu'on a envoyé, vous êtes un bon arbitre. On vous voit tous et on fait la première. Ils sont 100. On fait la première sélection, on enlève peut-être 50. Après on les voit encore maintenant dans 2 matchs. On fait la deuxième sélection, on peut garder 30. Les 30 maintenant entrent en stage. Ils font un stage de 3 à 4 jours. Pendant le stage, on leur pose encore d'autres questions, on essaie d'observer les comportements, ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et par la suite, ils vont travailler sur la pratique avec des instructeurs comme le Coin des Varistes, comme Abdamari, Abdoulan Gamon, ainsi de suite. Et on essaie encore de quitter le 30 peut-être à 20 ou à 15. Et maintenant, ils font un test écrit et un test physique. Et à la fin de tout ça, sur les 100 arbitres, on va retenir peut-être les 10 meilleurs. Vous voyez que quand vous faites ça, celui qui sera retenu, comment ça peut être la combine? Ça peut être la combine. D'abord, je vais rappeler quelque chose. L'année passée, on a fait la promotion des arbitres. Tout le monde a vu. Je n'ai pas besoin de connaître votre nom pour faire votre promotion. Si tu es au nord, on me dit que tu es bon. Je t'appelle, je paie, parfois on paie même ton transport. Tu viens, tu joues un match, on te regarde. Si tu es bon, fais ta promotion. Parce que parfois le génie peut se cacher. Oui, c'est ça. Et j'invite toujours les instructeurs, ils le savent. J'invite tous mes grands frères, les instructeurs, les inspecteurs qui sont dans les régions. Si vous voyez un bon arbitre dans une région, appelez la commission centrale des arbitres, le président, le rapporteur ou un membre. Demandez-nous, on va se déplacer. Vous savez que je suis capable de le faire. On va se déplacer pour venir voir cet arbitre. S'il est bon, on fera sa promotion. Et ils savent que je l'ai toujours fait. L'année passée, on a fait la promotion de Béboulé, c'est un arbitre de l'Est. Je me suis déplacé pour aller le voir jouer. Il était bon, on a fait sa promotion. Cette année, il a joué les Indépôles. Monsieur Foucault Cambra, un jeune de 15 ans, non, je prends un exemple. Un jeune de 15 ans qui entre dans une école d'arbitre et qui est peut-être bon au nord. Il a combien d'années pour arriver international? Non, pragmatique. Un arbitre de 15 ans qui entre dans une école, il faut savoir qu'il y a des étapes qui peuvent être liées à l'âge maintenant. Parce que vous savez, à 15 ans, il n'est pas encore majeur. À partir de 18 ans, il peut signer un feu de match. Donc à 15 ans, il ne peut même pas signer un feu de match. Donc vous voyez qu'il peut entrer à l'école, il va sortir de l'école, mais il va arbitrer les matchs des catégories des jeunes, des jeunes enfants. Et quand il arbitre des catégories de jeunes, il va atteindre 18 ans. À partir de 18 ans, il peut donc commencer le département. Il peut faire 1 an au département, 1 an en région, 1 an en élite 2, 1 an en élite 1 et 1 an il est international. Donc,
À 20 ans, à 22 ans. Non, je vais me l'expliquer. Donc, un arbitre qui a 18 ans commence au département, à 23 ans, il peut être arbitre international assistant. Sauf que pour être arbitre international, arbitre central international, il faut avoir 25 ans. Donc, on est obligé d'attendre qu'il ait 25 ans avant de... Je vais vous rappeler qu'en Élite Tour, cette année, il y avait un arbitre assistant qui a 17 ans. Oui, je l'ai vu l'année passée. C'est un arbitre que j'ai appelé depuis l'extrême nord. Il vient de Figuil, à l'extrême nord. Je crois que c'est l'extrême nord, non? Figuil. Je l'ai appelé à Douala. C'est moi qui l'ai logé. Je l'ai vu jouer. Et j'ai dit, tu es un bon arbitre. L'année dernière, il faisait première. Il a échoué le probatoire. Cette année, j'ai fait sa promotion. Il est allé en Élite Tour. Et je lui ai dit, tu échoues encore le probatoire. Je te renvoie en région. Et je peux vous montrer le message. Il m'a envoyé le message pour me dire que, monsieur le président, j'ai passé mon probatoire. Et je suis le 3e de mon sang. C'est-à-dire que vous comprenez que même les jeunes arbitres. Là, il va habiter cette année en Élite Tour. Il habite en Élite Tour cette année. Il a habité cette année en Élite Tour. C'est pas vrai. C'est un crack alors. Oui, un crack. Il a 1m92 et il était. C'est un crack. Un très bon arbitre. Mais vous l'avez c'est un arbitre qui a 22 ans qui s'est retrouvé. Je l'ai pris. On les a mis en Élite Tour. Il n'est pas le Abdourazak qui est au nord. Abdourazak, il est au nord. Il a 19 ans. Il a habité l'Élite Tour cette année. Il a habité le match de Unisport. Ce sont des jeunes arbitres qui sont talentueux et dont il faut payer la promotion. La seule chose que nous demandons au président de club, c'est la patience. Lorsque nous voulons construire les présidents, chers présidents, il faut être patient. Je suis d'accord que des erreurs vont se faire. Je suis d'accord qu'il y a des gros enjeux, mais la commission centrale ne peut pas être complice pour que les matchs de football soient détruits. Ce que nous faisons et nous disons aux arbitres tous les jours, moi en tant que président amateur, c'est de dire aux arbitres tous les jours que les présidents de club souffrent. Ils se peignent, même sur le plan financier. Donc ne soyez pas responsables des erreurs dans des matchs. Ne soyez pas responsable de la défaite d'un club. Allez faire votre job. Et si le président sait que vous allez faire votre job, vraiment avec comment je veux dire, avec honnêteté, même quand il y a des erreurs, ils vont tolérer. Je demande simplement au président d'être patient. La reconstruction peut prendre du temps. Mais à un moment donné, elle va finir par arriver. Et je pense que les gens vont bénéficier de ces fruits. Le docteur Samuel Eto'o, lui, connaissant le projet, est patient. Il sait que ce sont des choses qui peuvent prendre un peu de temps pour la construction. Et je pense que c'est sur cette ligne-là que nous sommes aujourd'hui. Mais monsieur Foucault, comme vous n'avez pas fait la question, parce que vous avez posé la question, à part la commission centrale des arbitres, vous êtes quand même un homme de la société civile. Vous avez des activités. C'est vrai qu'on ne va pas parler de ça ici en profondeur, mais je veux quand même dire que vous êtes quand même promoteur d'un centre de formation et Dauphine, c'est ça? Oui, Dauphine Academy Sport Center. Voilà, donc comment il se porte ce centre? Oui, non, pour l'instant, Dauphine Academy se porte bien. On forme les enfants à partir de 12 ans. 12 ans jusqu'à 18 ans, ils font leur sortie. Comment un enfant fait pour entrer dans le club, dans le centre? Il y a deux façons d'entrer dans le centre. Soit on passe par un test, et soit ça peut être une cooptation, ou bien on peut vous détecter. Donc on peut aller vous détecter quelque part, ou bien vous pouvez venir, vous enregistrer à un test. Et par la suite, on vous teste et après on peut vous faire entrer au centre. Est-ce que c'est payant? Quoi, l'académie? Oui, l'académie. Non, deux volets. Il y a les boursiers et les non-boursiers. Il y a les parents qui sollicitent faire entrer les enfants à l'académie sous forme d'internat. C'est-à-dire qu'ils veulent que son enfant, parce que moi j'ai aussi une école et je suis principal du collège Dauphine. Et donc il y a les parents qui veulent que les enfants fréquentent en jouant au football. Certains parents, ce n'est pas trop pour l'objectif de jouer au football. Donc il y a ce secteur-là. Ce secteur, lui, il est payant. Et maintenant, certains parents il y a certains enfants qui sont détectés. Si je m'en vais chercher un enfant au nord, Yaoundé, qui est un enfant talentueux. Après, il y a des conditions, il y a des bourses qu'on peut offrir aux enfants pour qu'ils viennent bénéficier de la formation que nous les offrons. Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas seulement le président de la commission des arbitres, il est aussi un volet éducatif. C'est un éducateur. Je suis d'abord une principale du collège. Je suis le principal du collège Fokamga Dauphine. Fokamga Joseph II, Dauphine 3. Dauphine 3. Voilà, donc c'est pour vous dire que, à part être monsieur le président difficile de la commission des arbitres, il est aussi un éducateur quelque part. Et par conséquent. Et je vais rappeler qu'il y a les présidents du club qui ont été mes élèves. Ils peuvent se reconnaître. Voilà. Les présidents du club d'élite qui ont été mes élèves, ils peuvent se reconnaître. Donc voilà. Moi-même, j'ai failli être à l'école Dauphine. Donc j'étais pas très loin, j'étais à l'école Agapé. Donc et mon neveu il est aujourd'hui au Canada et il a fréquenté à Dauphine. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, M. Foucault Kamga, même s'il est président de la commission des arbitres, il a ses activités connexes qui sont dans l'éducation. Mais il faut voir un peu la façon avec laquelle il prend les arbitres. C'est une façon, il veut éduquer les arbitres. Et on a très bien vu cette année que les dérives qu'il y a eu, c'était pas dû de son fait, mais c'était plus dû au fait que les arbitres, cette année,
des fois les arbitres n'étaient pas suivis, ils faisaient n'importe quoi et ils ne s'attendaient pas à être un héritage. Voilà. Donc, pour moi, je pense que vraiment, il faut que je lise parce que oui, non. Je veux parler des aérés. Il y a les arbitres qui se plaignent de ne pas être payés, monsieur Foucault Kamba. Non. Vous dites que les arbitres se plaignent ou c'est les arbitres qui se plaignent. Parce que les gens peuvent écrire parce qu'ils veulent saboter la fédération. Oui. Non, c'est les arbitres qui se plaignent. Non, il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière à la fédération. Et je vais vous rappeler quelque chose. N'accusez pas le président de la fédération parce que quand il y a quelque chose, on dit oh, Eto'o ne paye pas les arbitres. Samuel Eto'o ne paye pas les. Bon, je dis Samuel Eto'o parce qu'on dit Samuel Eto'o. Nous, on l'appelle président. Mais attendez un peu. Le problème qui s'est posé à la fédération, c'était un problème lié aux procédures. Quand nous sommes arrivés, quand on nomme la commission centrale des arbitres, qu'est-ce qui se passait? La CCA désignait pour 3 journées. Elles envoyaient les désignations pour 3 journées et on préparait les désignations, les fiches de paye. Donc c'était prêt pour le paiement longtemps avant. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait une conséquence à ça. C'est qu'un arbitre, pendant que vous donnez la première journée, la deuxième journée, la troisième journée, à la ligue qu'on garde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un arbitre qui est programmé pour la troisième journée, qui va se jouer le 20 janvier, il connaît déjà depuis le 1er janvier qui va jouer le match. Et les présidents de club connaissent déjà l'arbitre qui va jouer la troisième journée. Ah bon? Ah oui! À partir de ce moment, il y a une crise de confiance qui s'est installée entre la nouvelle commission centrale et ceux à qui on devait remettre ces documents. C'est pour ça qu'au départ, j'avais dit, on aura les désignations journée après journée. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Et qu'est-ce que ça a produit comme conséquence négative? Je préfère l'accepter comme ça. C'est que ça a eu une lenteur dans les paiements. Et le président m'a convoqué là-dessus. Le président lui-même était fâché. Parce que le président, lui, quand on ne paie pas les arbitres, il n'est pas content. Non. Il n'est pas content. Donc quand on lui a dit qu'on ne paie pas les arbitres, il m'a convoqué. On a discuté là-dessus. Je lui ai dit pourquoi est-ce qu'il y avait ces retards de paiement qui étaient liés au fait que je ne signais pas les désignations tôt. Et ça freinait le processus à la Fédération camerounaise de football. Dès que le problème, la crise de confiance est revenue, on a fait une réunion entre nous. Ça veut dire que le processus pour la désignation entre nous et la Ligue et le CTFP, la confiance était au top entre nous. Et après, les choses sont bien passées. Les arbitres n'ont plus d'arrêt de paiement. Ça n'existe plus à la fédération. Monsieur Foucault Kamba, oui. Je vais vous lire un message que j'ai reçu hier à 12 h. Salut mon frère, j'ai lu ta publication concernant la prime des matchs des arbitres. Cela est très vrai. Dans ce sens que les préliminaires de la Coupe du Cameroun, depuis 2 saisons, aucun arbitre n'a reçu un radis. En plus de la saison est catastrophique dans la région du centre. Le championnat complètement livré, mais pas de prime de match du début jusqu'à la fin du mois. Après, les arbitres ont préfinancé les déplacements, mais en retour, rien. Cette attitude agace et prône le mépris envers ceux qui veulent travailler dignement. Si M. Samuel Eto'o et ses collaborateurs veulent fonctionner comme ça, les arbitres, on comprend qu'ils ne nous respectent pas. Comment peuvent-ils concevoir que la Coupe du Cameroun, les préliminaires que l'on paie au prix de rien, 5 000 au moins, ne soient pas payés aux arbitres? En plus, ils prévoient jouer des championnats dorénavant à crédit. Voilà, et finit par no balayer la peine. D'accord. Je vais d'abord commencer par vous dire qu'il parle des préliminaires. Oui. Les préliminaires sont inclus dans le budget de fonctionnement des ligues régionales. Ça veut dire que la fédération a déjà financé dans la subvention qu'elle alloue aux ligues régionales. Et ce sont les ligues régionales qui doivent payer ces préliminaires. Mais si elles ne sont pas payées, comment est-ce qu'on peut donc accuser la fédération de ne pas le faire? Ça veut dire que ce sont les ligues décentralisées qui prennent cet argent et qui ne le reversent pas aux arbitres. Et donc la fédération. Allez maintenant demander à toutes les ligues régionales et les ligues départementales s'il y en a une qui n'a pas reçu la subvention. Dans la subvention des ligues départementales et régionales, on a le paiement des arbitres là dans les budgets. Moi, je suis le président de la ligue départementale de football du Vouri. Les arbitres du Vouri sont payés. Demandez, on va vous dire, ils sont payés. Oui, c'est vrai que celui-là, lui, parle du centre. Ça veut dire que dans la Côte-Part qui a été reversée au centre, les arbitres n'ont pas été payés. Où est donc passé cela? Ce n'est pas la fédération. Maintenant, vous avez lu le message d'un arbitre. Moi, je vais vous lire le message d'un arbitre d'élite. Parce que quand j'ai lu ce message, j'ai quand même écrit, parce que moi, quand on paye les arbitres, c'est pas moi qu'on paye. On les paye dans les Orange Money. Et j'ai écrit à un arbitre, je lui ai demandé, dès que je te reviens, je lui dis, tu as déjà touché les playoffs, parce qu'on disait qu'on n'a pas payé les playoffs. Et il me répond, ils ont envoyé. Voilà. Mais
Il me répond, ils ont envoyé. Bon, après, on parlait d'autres choses. Les arbitres ont été payés. Ils sont payés. Ils ont tous été payés. Le dernier cas, le dernier événement, c'est le cas des Interpol. Il y a des répartitions qui ont été faites pendant les Interpol. Donc, quand on parle des aérés, on parle de quoi? On parle de quoi? Donc, bon, après, je vous dis, quand les gens veulent saboter, ils peuvent dire du n'importe quoi. Mais je vous dis qu'il n'y a pas un arbitre d'élite qui peut se plaindre de cela. Et les arbitres amateurs, s'ils se plaignent, ça veut dire que le problème est plus profond. C'est à la région. C'est un peu comme lorsqu'on donne la subvention à un président de club qui ne paye pas ses joueurs. On accuse. Est-ce qu'on doit accuser le président de la fédération? Non. Mais les gens l'accusent. Alors qu'ils donnent l'argent et on ne paye pas. C'est la même chose. On subventionne les ligues et dans la subvention, il y a le paiement des arbitres. S'ils ne payent pas les arbitres au niveau des préliminaires, que va faire le président de la fédération? Si ce n'est attendre qu'on se plaigne et qu'il les sanctionne. C'est tout. Et il faut rappeler que les ligues départementales, peut-être les gens ne le savent pas, où le président a mis les CTFP, c'est parce que les gens se sont plaints de l'utilisation des subventions pour ce genre de choses. Et le président a mis donc des comités provisoires de gestion. C'est ça, je vous dis que c'est ça. Je connais que dans la Ligue du Fundi, il y a un comité provisoire de gestion. Bon, moi je sais pas si c'est la Ligue du Fundi, mais je vous dis que, vous parlez du centre, en fait. Du centre. Je vous dis qu'il y a des ligues départementales dans lesquelles le président a mis des comités provisoires de gestion à cause du problème du non-paiement des arbitres. Voilà. Je vous confirme, donc le président, il travaille là-dessus. Donc, de toutes les façons, M. Foko Kamga, moi j'ai vraiment voulu être avec vous aujourd'hui parce que pour que les gens soient éclairés sur cette affaire de l'arbitrage, parce que on sait très bien quel est le rôle à jouer. Vous êtes l'homme, ce qui on tire quand tout ne va pas. Donc, il était question aujourd'hui pour moi de vous rencontrer et que les gens soient éclairés parce que c'était devenu un problème. À travers vous, on attaque le président de la fédération, le comité exécutif, vous-même et toute votre commission. Donc, je pense que vous avez vraiment éclairé l'opinion publique. Mais quel est le dernier mot que vous pouvez donner au public sportif camerounais pour les saisons prochaines? Si je veux m'adresser au public sportif camerounais, je vais commencer par le public le plus proche, c'est-à-dire les grands frères dans l'arbitrage. On leur dit que notre objectif à nous, au comité exécutif et au président de la fédération, c'est de développer l'arbitrage. Et c'est de développer l'arbitrage avec tout le monde. Donc moi j'invite, comme j'ai l'habitude de le faire, tous ceux-là qui peuvent nous aider dans la tâche, à se rapprocher de nous. Nous sommes ouverts afin que nous puissions trouver des moyens de continuer et de poursuivre le processus sur lequel nous sommes lancés. L'homme n'étant pas parfait, de temps en temps on peut se tromper. Et si nous sommes rappelés, je ne vais pas dire rappelés à l'ordre, mais je vais dire interpellés par l'un de vous, je pense que vous savez qu'on va toujours entrer dans les discussions, comme je l'ai fait avec le président de la CAF, comme je l'ai fait avec des aînés, et comme je passe le temps à le faire, afin que les choses se passent mieux. Ça, c'est les gens qui sont un peu plus proches, c'est-à-dire que les aînés dans l'arbitrage. Je vais m'adresser aussi au deuxième public, toujours parlant de l'arbitrage, aux arbitres de football. La commission centrale des arbitres a pour mission de développer l'arbitrage. Elle peut utiliser des moyens qui ne sont pas compris, ou du moins des moyens qui peuvent ne pas être acceptés. Mais il faut que vous sachiez que le premier rôle de la CCA, c'est de développer l'arbitrage. Et donc, nous vous invitons. Nous vous invitons, vous aussi, à nous aider dans cette tâche. Parce que sans les arbitres, la commission ne peut pas réussir. Et sans la commission, l'arbitre ne peut pas réussir. Et pour le public sportif, les présidents de club, nous vous disons simplement que lorsque nous voulons bâtir un immeuble qui va naître longtemps, nous voulons bâtir un bâtiment qui sera solide, il faut que nous construisons sur du roc et non sur du sable. Nous vous invitons simplement à nous comprendre, nous vous invitons à vous impliquer, mais surtout à ne pas accepter que des mauvaises choses dans l'arbitrage passent par vous. Et après, à partir de cela, si vous êtes patient, vous verrez que d'ici peu, l'arbitrage va décoller et va atteindre un niveau optimum, afin que dans les années qui suivent, qu'on puisse retrouver nos arbitres dans les Coupes d'Afrique des Nations et retrouver dans de bonnes années les arbitres dans la Coupe du Monde. Merci. Merci, monsieur Stéphane Foko Kamga. Vraiment, je viens de passer 1 heure et 20 minutes avec vous et je me suis gavé de l'arbitrage et j'ai compris quelle est la passion qui vous anime au niveau de votre commission et surtout le devoir de vérité. Parce qu'il faut dire la vérité, quand vous l'avez vu, il a été sincère, il est allé au-delà même des questions que je lui ai posées parce qu'il a un devoir, c'est de montrer le chemin. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'un arbitre qui a 18 ans, à 25 ans, peut être international. Ça, je ne le savais pas. Il a fallu que je rencontre M. Stéphane Foko Kamga qui nous a expliqué les dessous même de la commission centrale de l'arbitrage. Parce que, vous savez, moi, j'ai fait 3 Coupes du Monde. Je n'ai jamais su où se trouve
le lieu d'habitation des arbitres. Jamais. Ça, c'est le lieu le plus protégé. Et quand on a l'occasion de trouver un président de commission qui est aussi ouvert et il est prêt à expliquer pourquoi, de comment, de ceci et de cela, vraiment, c'est une très, très, très bonne chose. Et ça montre que le Cameroun, dans son football, a changé. Je mets au défi de voir un ancien président de commission des arbitres venir parler à la presse comme cela et monsieur Stéphane Foko Kamara le fait actuellement. Je n'ai pas encore vu depuis que je suis là. Mais vraiment, monsieur Foko Kamara, merci. C'est très gentil de votre part d'avoir éclairé la lanterne. Et désormais, ceux qui vont vouloir vous jeter la pierre, s'ils n'ont pas écouté cette interview, ils vous jetteront la pierre parce qu'ils ne vous ont pas écouté. Mais vraiment, c'est une très bonne chose. Et ça prouve que, voilà, le membre du comité exécutif, il est venu sans la permission du président de la FECAFOOT. Il a parlé. Voilà. Donc, comme on dit que vous l'appelez Dadis Camara, qu'il est dictateur, mais est-ce qu'il est Dadis Camara? Qui, Samuel Eto'o? Oui. Non. Voilà. Bon, moi, j'ai connu Samuel Eto'o joueur. Oui. Donc, je l'ai connu comme une star. Donc, quand je le regardais, je suis parfois surpris et je lui dis du type de discussion qu'il peut avoir avec moi. Oui. Il est tellement ouvert que tu peux te permettre de lui dire un certain nombre de choses que tu n'avais jamais imaginé lui dire. Et du moins, c'est pour ça que moi, je suis libre dans mon travail. Voilà. Parce qu'il me donne une certaine liberté de penser, d'implémenter. Si je vous montre les conversations que j'avais, les discussions que je peux avoir avec le président, parfois, il est même fâché parce que parfois, j'évite de prendre des initiatives. Parce que je me dis non, il faut qu'il soit là, il faut que... Non, il te dit, je t'ai nommé pour faire ton job et tu le fais. Mais donc justement, parce que moi, il y a une voice que j'ai écoutée où il a dit que monsieur le président, tu es président, tu dois faire ton travail. Mais ce président-là, pourquoi lui, il était toujours en train de venir le président? Quel était le problème? Non, je ne peux pas savoir quel problème eux, ils ont ensemble. Mais je dis que moi, je ne peux pas savoir quel problème. Mais je dis que moi, Foko Kamara Stéphane, le président sait. Parfois, le président, tout le monde le sait. Le président allait à payer mes billets d'avion pour me dire, je l'appelle pour dire que j'ai un problème. Et il me dit, ok, je t'envoie un billet d'avion, tu viens demain m'expliquer ce problème-là. Je vous dis, ça dit qu'il paye mon billet d'avion pour que je vienne lui expliquer mon problème que j'ai. Alors que c'est moi qui dois le chercher. De toute façon, je suis arrivé à la fédération plusieurs fois, tout le monde sait. Quand moi j'entre dans le bureau du président, si ce n'est pas une heure de temps, je ne vais pas sortir. Voilà. Mais quand on dit qu'il n'est pas ouvert, moi je le sens un peu plus couvert qu'il ne devrait même l'être. Mais justement, ceux qui l'accusent d'être dictateur, c'est ça le problème. Non, il dit pas. On fait le comité exécutif tous les jours. Vous voyez, on fait le comité exécutif tous les jours. Même ceux qui... On fait les comités exécutifs tous les jours. Tout le monde prend la parole et tout le monde parle. Voilà. Maintenant, il discute avec tout le monde. Si tu as la possibilité de l'appeler, mais comment tu as la possibilité de discuter avec lui? Je veux savoir. Voilà. Bon, pour l'instant, au niveau de la commission centrale des arbitres, ça se passe bien. Il a carte verte. Et nous, on a la confiance du président. Et surtout, il est ouvert à toutes les discussions. Je vous ai dit tout ce qu'il a déjà fait pour la commission centrale des arbitres. Quand il m'envoyait me faire former, quand il m'envoyait discuter ici en France avec Garibian, quand il envoyait Eddy Mayo au Cameroun, c'était pas parce qu'on l'avait supplié. C'est pas une dictature. Donc moi, je pense que le président, et ce que lui n'aime pas, et c'est ce que nous on a constaté, c'est de se mêler du travail des autres. Ce que lui fait, c'est qu'il te laisse travailler, après il te juge. Oui. C'est tout. Voilà, chacun son couloir, comme on aime dire. Ouais, c'est mon couloir, c'est mon couloir. Voilà, chacun son couloir. Donc, vous avez très bien vu qu'il a parlé librement et je l'ai invité. Il m'a répondu humblement, gentiment, sans toutefois faire des manières. Et c'est ça, c'est la jeunesse que nous on veut. C'est la jeunesse dont je parlais toujours. C'est cette jeunesse qui ne doit pas tuer les autres. Cette jeunesse qui doit encourager les autres. Et dans son travail, il encourage les autres. Vous avez très bien vu qu'il est parti prendre des arbitres à Figuil pour venir jouer un match pour qu'il continue. Donc, c'est cette jeunesse dont on a besoin. Et vraiment, vous avez aujourd'hui eu M. Foko Kamara. Si vous le jugez, jugez-le par ce qu'il dit. Et demain, s'il faute, vous le reprendrez sur ces mots qu'il vous avait donnés. Donc, moi, je pense que là, c'est comme ça que le football camerounais doit être. C'est pour ça que moi, je suis content d'être ceux qui supportent ce genre de personnes. Moi, je me réclame de supporter Samuel Eto'o dans sa mission parce que je vois ce qui se passe. Et nous, on a décidé de l'accompagner par nos propres petits moyens et ne pas venir lui demander que nous on veut tant, parce que on a toujours vu Samuel Eto'o sous le prisme de celui qui distribue l'argent. C'est pas ça. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un, si vous voulez l'accompagner, accompagnez-le avec vos moyens et demain ou après-demain, il sera reconnaissant, même par un merci. Et c'est ça l'avantage. Voilà. Donc, merci, M. Foko Kamara. À bientôt sur les ondes de MSI TV pour une autre interview.
exclusive parce que cette interview, c'est un cadeau que M. Foko Kamga vient de m'offrir. Et je lui dis merci. Ok, merci à vous, M. Richard. Merci. Ok.